Bonjour à tous. Bonjour. Génial. Merci d'être venu cet après-midi pour l'exposition, n'importe quoi, pour l'émission Boss Final, organisée par Radio Kawa, notre partenaire sur l'exposition dans l'antre du côté obscur. Moi, c'est Amélie, je suis la curatrice de l'exposition, et je vous présente juste Yann Rieder, dit Inks sur les internets, qui est le directeur de Radio Kawa. Merci encore pour cet après-midi, et un très bon moment à tous. Radio Kawa présente émission spéciale. Attention, cette émission très spéciale est fabriquée spécialement pour vous dans un contexte de spécialité pure. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au dernier bar avant la fin du monde pour une émission spéciale, une table ronde consacrée aux boss de jeux vidéo pour m'accompagner pendant à peu près 1h30, voire 2 heures si les débats deviennent intenses et s'il y a beaucoup de choses à dire. En face de moi, Asmar. Asmar, bonjour. Bonjour, comment ça va tout le monde? Tu es artiste, d'ailleurs, en parenthèse, les gens peuvent se retourner pour voir le magnifique dessin. Effectivement. Dessin, c'est le terme qu'on peut utiliser. C'est Tout à fait. une œuvre d'art. Là, j'hésitais entre les deux. L'un, c'était énorme, et l'autre, Tu était peux dire dessin, il n'y a aucun souci. L'autre était minuscule, c'était juste un petit dessin, mais quand même, bravo, chapeau. C'est le nom. Mais Dans merci l'exposition. beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir été considéré pour cette émission. Je remercie Amélie, bien sûr. Et ouais, en plus, je suis entouré de plein de super artistes. Ça me met presque mal à l'aise. En fait. J'adore celui qui est juste à côté. Il est formidable. Fantastique. Eh bien, les gens qui nous écoutent ne le voient pas. Avec nous aujourd'hui, nous avons également Frédéric Vincent. Il est à ta gauche. Frédéric, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu as intervenu plusieurs fois dans l'émission La Dev Team sur Radio Kawa, ou au moins une fois? Au moins une fois. Au moins oui. une fois, d'accord, Ouais. je vais pas me tromper. Et tu es game designer pour Ubisoft. En effet, c'est Et ça. pour Ubisoft Montreuil, si je ne fais erreur. C'est exactement Si j'ai ça. bien oui. saisi les petites conversations qui se passaient hors antenne juste avant qu'on démarre. Enfin, à ta gauche, c'est le troisième et dernier invité de cette émission, Guylain Delmas, alias Lazare. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, moi ça va très bien. Maître de Pour conférence à Paris 8. Oui, donc globalement je suis un peu le boss de fin de l'IUT de Montreuil. Bien. Et donc j'enseigne l'informatique et le game design à l'IUT de Montreuil, qui est pour l'Université Paris 8. Et je mène des recherches sur la narration interactive dans les jeux vidéo. Très bien. Merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui. On va donc attaquer la question des boss dans le jeu vidéo avec vos perspectives différentes. Évidemment, on a un artiste, on a un game designer, on a quelqu'un qui est plus dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement. Donc on va avoir des perspectives un petit peu différentes. J'ai envie de vous entendre évidemment chacun sur les questions que je vais vous poser. Je vais commencer par la première. Est-ce que, rapidement, brièvement, mais avec quand même un petit peu de détails, chacun pourrait me donner à son tour, donc c'est pour ça qu'on va commencer par Asmar, sa définition du boss de jeu vidéo. Qu'est-ce qu'un boss ? Alors, pour moi, un boss, c'est très simple. C'est un palier. C'est-à-dire, tu es obligé d'affronter cet adversaire si tu veux passer à la suite. Il n'y a pas de chemin alternatif ou quoi que ce soit. Et c'est un palier dans la mesure où il est plus grand, plus fort. Enfin, voilà, il y a une certaine méthode et avec risque de mort, bien sûr. Mais voilà, c'est ça, c'est un palier. C'est un palier, donc c'est la fin d'un chapitre, c'est un marqueur de progression finalement. C'est ça, tout à fait. Très bien. Tu as très bien résumé, moi. De ton côté, oui, je fais tout le temps ça, je parle pour les gens, c'est horrible. C'est une maladie quand on est animateur d'émission. Frédéric, de ton côté. Alors moi, je vais un peu paraphraser ce que tu viens de dire. Oh. Pour moi, c'est une conclusion en fait. Et ça répond à deux besoins. C'est à la fois une conclusion narrative et ça va être une conclusion gameplay. C'est-à-dire qu'on va donner aux joueurs un obstacle à franchir et ça va enrichir la trame narrative ou justement leur poser une épreuve, un examen final finalement. Pardon. Et, non, mais on y reviendra. On va revenir à ce concept d'examen final, exactement. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est l'obstacle que tu vas devoir passer. Si tu le passes, tu vas en apprendre plus ou tu vas conclure un petit arc, un petit segment narratif. Et ça va enchaîner sur la suite. Et c'est intéressant parce que tu parles de conclusion, ça signifie qu'après ce boss, c'est le jeu continu, si c'est pas le boss final, le jeu va changer d'une certaine manière. Exactement. C'est intéressant ça, je pense qu'on aura également l'occasion d'y revenir. Enfin, Lazare, pour toi un boss? Moi je ne suis pas du tout d'accord. Ah Ça commence. Du sang. Juste pour le principe. Non, forcément, ça va rejoindre un peu ce qu'ont dit mes deux collègues précédemment. Mais pour moi, il y a surtout le côté déjà challenge. C'est pas simplement un individu, une personnification, un boss. Ça peut être une épreuve particulière, un segment de niveau, un élément.
dans le gameplay du jeu, et pas simplement une conclusion, mais un point de tension en termes de gameplay et en termes de narration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une implication plus forte du joueur dans l'action au moment où il est en train d'affronter ce boss, et qui va faire que, oui, il va se sentir plus investi, plus engagé. On va lui demander plus d'attention. Voilà, une tension plus forte. D'une part, au niveau de l'exigence qu'on va avoir vis-à-vis de lui, mais aussi au niveau de ce qui va se mettre en place en scène. Et effectivement, avec aussi les aspects narratifs qui, généralement, vont tendance à être plus forts autour de ce challenge-là que sur le reste du déroulement. Est-ce que tu sous-entends qu'un boss n'est pas forcément un ennemi, mais peut prendre plusieurs formes ? C'est ce que je me disais. C'est un peu plus large, en fait, ta définition. Oui, parce que effectivement, on parle beaucoup du boss comme d'un individu. Ça vient beaucoup de l'historique de ce qu'est un boss, parce que c'est venu des premiers portages de Donjons et Dragons en jeux vidéo. Donc forcément, c'est des ennemis qui gardaient les trésors, ils avaient plus de stats, etc., etc. Et du coup, ils servaient effectivement de points de passage et de paliers à franchir pour pouvoir accéder à la suite. Mais au final, un boss, ça peut tout aussi bien prendre la forme d'une séquence de jeu particulièrement exigeante, qui n'a pas forcément vocation à être un ennemi sur lequel il faut tirer ou taper, Je vois etc. tout à fait. Voilà. Par exemple, les salles de Portal, ça peut être considéré comme des boss. Certaines sont particulièrement marquantes en tant que telles, même si Portal du coup a ses boss aussi, Oui. enfin. Mais voilà. Spoiler alert, le moment où on fuit par exemple les flammes Par exemple, est clairement un point de tension pour le coup, Oui. par rapport à toute cette atmosphère très calme où, à part de rares moments où on chevauche par exemple une plateforme mouvante, on peut prendre son temps, attendre la prochaine réplique de GLaDOS, etc. Là, on est vraiment dans une situation où le jeu confronte le joueur et lui dit il faut agir maintenant, sinon c'est la mort et tu devras recommencer. Et où en plus, c'est l'un des premiers points où le joueur doit, à partir des éléments qu'il a déjà acquis pendant le jeu, créer sa propre solution sans que le jeu lui dise clairement attention, il faut faire un portail pour aller à tel endroit, etc., utiliser telle mécanique. Sans que le jeu lui dise pratiquement c'est un problème, dans les Oui. limites du problème qu'on t'a déjà donné depuis le début du jeu. Voilà. Ce qui, du coup, ramène effectivement à un des aspects de ce que sont ou peuvent être les boss dans le jeu vidéo, c'est le fait de récupérer tous les éléments de gameplay qui ont été posés auparavant et de mettre le joueur dans une sorte d'examen final où non seulement il doit pouvoir se resservir des compétences qu'il a développées, mais aussi montrer qu'il est capable d'improviser avec et d'aller un peu au-delà du cas d'école et de l'exercice très scolaire auquel il a été soumis jusque-là. Enfin, ça dépend. Pardon, je rebondis un peu. sur ce que tu Vas-y. dis. D'un point de vue gameplay, je suis d'accord avec toi. Ça dépend quand même on va dire, du type d'épreuve qu'on va te donner, parce qu'il y a plusieurs écoles sur les boss. Si je prends par exemple les Dark Souls, ça va être une épreuve gameplay basée sur tout ce que le joueur a enduré pendant toute l'expérience. Par contre, si on prend les boss à la Zelda, qui sont conçus autour d'une mécanique, la mécanique particulière qu'on t'apprend dans le donjon, par exemple, avec le type d'objet que tu as récupéré, ça va plus être une déclinaison de la mécanique de gameplay qu'on t'a donné à maîtriser. Et on va te juger sur ça. Mais du coup, d'un côté, genre l'école Dark Souls, on va dire, c'est plus large, mais pour l'exemple, ça va être soit t'es bon, soit tu meurs. Voilà, soit t'es bon, soit tu meurs. Examen de réflexe, de patience et tout. Et Zelda, ça va être plus l'astuce, en fait. Est-ce que tu vas comprendre le contexte de l'épreuve, la façon d'utiliser. Mais par contre, là où je voulais en venir au début, pardon. Vas-y. C'est que finalement, sur ta définition, tu te concentres d'un point de vue de gameplay. Moi, ça me semble difficile de dissocier un boss final du contexte narratif et du besoin qu'on a de créer un antagoniste pour donner du sens à une aventure, en fait. Et tu vois, te dire, par exemple, une phase de plateforme d'un portal, ça peut être un boss de fin. Enfin, ça peut être un boss, pardon, ouais. Approche-toi du micro. Oui, pardon. J'essaie de trouver la bonne distance. On me fait des signes à la technique. Okay. Donc, du coup, de dire, oui, ça va être l'épreuve gameplay, mais voilà, je pense que ça, quand même, ça répond à un besoin narratif avant tout. Donc pour toi, il faut quand même le rattacher à un personnage, il faut le rattacher à une figure narrative distincte. Finalement. Oui, parce que j'ai l'impression, si on regarde un peu les premiers jeux qui sont sortis, où on avait très peu de moyens en termes de narratif, en tout cas, on n'accordait pas trop de besoin à ça, de moyens à ça. Si on prend par exemple un Mario, on va te donner à battre à la fin Bowser, qui est une grosse tortue, qui est le chef des petites tortues que tu as écrasé juste avant. On n'a pas besoin de plein de cutscenes pour t'apprendre que lui c'est le boss, lui c'est le... Lui, ça va être l'épreuve finale, c'est juste que en le mettant à la fin, en lui donnant la forme qu'il a, voilà, on te dit déjà beaucoup de choses sur l'univers du jeu, qui est même très sommaire parce que c'est Mario, mais du coup on te donne déjà beaucoup d'éléments et te donner lui à affronter à la fin, c'est donner du sens à l'aventure en fait.
Mais du coup, je ne conteste pas la dimension narrative qu'ont les boss. Après, ça dépend surtout de la catégorie de jeu dans laquelle on se trouve et du fait de savoir si le jeu essaye d'appuyer davantage juste sur ses mécaniques ludiques ou effectivement sur sa Exactement, dimension narrative. c'est ce que j'allais dire, parce que j'allais apporter deux contre-exemples à ce que tu disais au niveau du point de vue narratif. Mon jeu préféré, personnellement, c'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, c'est Pokémon Pinball, la série des Pokémon Pinball. Je le vois à chaque fois qu'on a une conversation sur ce genre de truc, je le vois venir. Je Donc ne en fait, lâcherai jamais le morceau. là, je te sentais venir depuis l'horizon en fait. C'était fantastique. Je t'ai vu arriver. Enfin, tout était prêt. Tout à fait. Et voilà, Pokémon Pinball, c'est typiquement des jeux qui n'ont absolument aucun scénario, aucune histoire. Le truc, c'est juste de faire du score. Et pourtant, il y a des boss dedans. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as capturé suffisamment de Pokémon, on te propose un niveau bonus. Et si tu le passes, là, ton score augmente de façon exponentielle. Et c'est des petits niveaux qui consistent à combattre un Pokémon de manière différente. Répétitive aussi. Voilà. Hein. Enfin, Oui, un petit peu, mais après, ça, c'est la méthode Nintendo, mais on va en parler aussi. Oui. Voilà, tu répètes la méthode plusieurs fois et à la fin, tu le bats. Mais voilà, c'est un boss. Mais de la même manière, dans Tetris Attack... mais qui est entièrement consacré sur le gameplay, en fait. Mais de la même manière, dans Tetris Attack ou Pokémon Puzzle League, donc qui sont deux jeux basés sur le même principe mais avec des habillages différents, globalement, il y a des figures qui font office de boss, mais qui sont en fait des tableaux particuliers. Tout à fait. Avec juste, effectivement, plus d'exigences en termes de déroulement, en termes de vitesse. Voilà, mais voilà, ce n'était qu'un contre-exemple parmi d'autres. J'avais parlé aussi de Sinistar à un moment donné dans une émission de Boss Tribune, qui est d'ailleurs l'un des premiers boss, pas au niveau des ordinateurs familiaux, puisque évidemment ce sont les portages, comme tu disais, de Donjons et Dragons qui ont vraiment consacré la notion de boss dans le jeu vidéo. Là, il s'agissait d'un jeu d'arcade qui proposait un boss, et c'était l'un des premiers à le faire. Mais au niveau du scénario, il n'y en avait pas vraiment, quoi. C'est-à-dire tu battais Sinistar, et à la fin, le jeu se répétait, et voilà, quoi. Donc la notion de scénario, il y en a, mais jusqu'à une certaine limite. Mais c'est intéressant de voir que la notion de scénario et les jeux scénarisés ont, floué un petit peu la limite de ce côté-là, de ce qui est un boss et de ce qui ne l'est pas. Parce que justement, Portal, malgré tout, inclut une histoire assez importante. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que cette fameuse salle dans laquelle on essaie de brûler le personnage pourrait être comparée, pourrait être défini comme un boss, finalement. C'est parce qu'il y a cette histoire-là, c'est parce qu'il y a cette situation-là dans laquelle on se retrouve et dans laquelle il faut fuir, il faut agir. C'est pour créer ce moment de bascule entre les salles normales, les salles prévues, et le moment où le joueur va, entre guillemets, le personnage va se rebeller contre GLaDOS et complètement sortir du système dans lequel il a circulé jusque-là. Très bien, on va attaquer une question un petit peu connexe, parce que là, on a parlé vraiment du concept de boss. Sur le terme, sur le nom boss, qu'est-ce que ça évoque chez vous, justement, qu'on utilise ce terme-là, qui est donc traduction de patron, dirigeant. Voilà, j'allais dire, les cours d'anglais, ça remonte à loin, mais c'est typiquement vidéoludique, en fait, parce que dans le langage français, on n'utilise jamais le mot patron pour parler d'un boss de jeu vidéo. Mais bien sûr, mais le fait qu'on ait utilisé la figure du patron pour représenter l'ennemi qu'il va falloir battre, finalement. Alors ça, je saurais pas te dire l'origine, mais ouais, ça évoque... L'origine, c'est intéressant quand même. Est-ce que c'est culturellement accroché à quelque chose d'autre? A priori, c'est une origine rôliste, vu que, comme je le disais, les premiers boss de jeux vidéo sont liés à des portages de Donjons et Dragons sur système informatique. Ouais. C'était sur plateau, il me semble, le premier. Le fait est que dans cette culture, donc jeu de plateau et jeu de rôle, il y a ce côté chef des méchants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs vont explorer un donjon ou participer à une aventure, ils vont devoir affronter un ensemble d'ennemis dont le grand chef, pour des raisons culturelles, est visiblement toujours plus fort que les autres. Il y a rarement des grands chefs qui sont simplement assis dans leur fauteuil et attendent que leur sbire fasse le boulot. En tout cas, dans le côté rôliste et vidéoludique, alors que ça pourrait être intéressant. Mais donc, il y a ce grand chef qui est plus fort, plus puissant, plus dangereux, parce qu'après tout, s'il réussit à dominer tout un groupe d'orques, c'est que ça doit être l'orque le plus fort de la bande. Et c'est de là que vient a priori ce terme de boss pour les désigner, le fait que c'est celui qui mène le groupe d'ennemis. Très bien. Et donc forcément qu'on affronte à la fin. Voilà, alors que c'est pas forcément une définition qui s'attache à tous les boss de jeux vidéo, quoi. Tous les boss ne sont pas des chefs de quoi que ce soit. Donc il faut opérer cette déconnexion-là justement entre cette image de dirigeant Mais voilà, c'est devenu un terme consacré, quoi. Très bien, merci.
pour le coup, voilà, on va attaquer quelque chose qu'on avait déjà commencé à évoquer au départ. À quoi servent les boss? Et j'aimerais commencer par une première question. Les boss sont prévisibles quand ils sont une simple compilation des boucles de gameplay précédentes, c'est-à-dire de ce qui a été fait auparavant. On peut penser par exemple au jeu Zelda où tiens, on découvre un objet, tiens, on va apprendre à utiliser cet objet dans le donjon dans lequel on l'a découvert, puis au moment où on arrive à la fin du donjon, on tombe sur un boss qui, au hasard, se sert justement, enfin, nécessite l'usage de l'objet trouvé pour pouvoir progresser et le battre. Comment dire, l'examen final de ce qu'on a appris, c'est un terme qui est déjà revenu, ça auparavant, la question de l'examen final. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image-là? Est-ce que c'est exclusivement ça? Est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, de prévisible pour le joueur qui va voir la boucle de gameplay se répéter et se dire le boss, ça va être ça? Est-ce que c'est possible de surprendre le joueur finalement avec le boss? Ça dépend à quelle époque en fait. C'est une question d'époque. Je pense que la formule a changé en fait. Est-ce que je suis assez près du micro? Bon, oui. Il est angoissé maintenant. Ouais, je suis angoissé là, ça me stressait. Oui, parce que si on prend les vieux jeux d'arcade, les vieux jeux d'arcade avaient une structure très formalisée, découpée en niveaux et tout. Le boss a intervenu souvent à la fin. Et là, on se rend compte sur les derniers jeux à gros budget, on va dire qu'on a sur le marché. Il n'y a plus tant de boss que ça finalement, j'ai l'impression. Plus tant de jeux qui proposent d'affronter un ennemi final et tout. Donc au final... Il y a plus le but d'avoir des moments marquants qui ne sont pas nécessairement les boss. Voilà, c'est ça. C'est plus la trame narrative dans l'ensemble qui va guider ou pas, qui va amener ou pas à affronter un boss. Et parfois, le gameplay change complètement. Enfin, je parle des jeux récents là encore. Le gameplay va changer complètement à partir du moment où tu affrontes un boss et on va te soumettre simplement une série de QTE. Et donc, on ne va pas vraiment faire appel à l'expérience que tu as accumulée au niveau du gameplay juste avant. QTE, on rappelle, Quick Time Event, donc appuyer sur des boutons de la manette de manière successive parce que le jeu le demande avec des énormes logos de boutons en disant non, c'est ce bouton-là. C'est une bonne astuce pour faire des boss très impressionnants, mais pas forcément bien pensés au niveau du gameplay. Et du coup, l'école Zelda, pour ainsi dire, parce qu'elle n'a pas forcément été créée par cette série-là, mais c'est maintenant comme ça qu'on s'y réfère, continue à exister. C'est une des solutions possibles. Mais effectivement, il y a aussi des boss qui sont complètement décorrélés des éléments de gameplay qui ont été présentés avant, qui sont juste des affrontements forts, et pour le coup, parfois plus souvent forts du côté narratif, où on va chercher à mettre en avant un antagoniste particulier, un événement précis, et du coup, il va falloir un affrontement marquant pour imprégner ça et associer le point de tension gameplay avec le point de tension narratif. Et on a aussi effectivement des boss qui sont simplement des ennemis surprenants ou complètement décalés et qui vont nécessiter de changer complètement d'approche. Parfois aussi des boss qui tombent comme des cheveux sur la soupe, comme dans Human Revolution par exemple, où les affrontements de boss étaient complètement déconnectés du reste du jeu et avaient pas mal frustré les joueurs. D'accord. Parce que c'était un jeu d'approche infiltration et d'un seul coup on se retrouvait à faire du gunfight dans des salles fermées et avec des ennemis qui étaient très forts en gunfight alors que le joueur n'était pas du tout entraîné à ça. Et ça cassait souvent fortement le rythme du jeu. Le jeu a été critiqué à l'époque. C'est Deus Ex, le premier. Oui, Deus Ex Human Revolution. Ouais, voilà, ok. À l'époque, oui, il y a eu de grosses critiques sur le fait étant donné que c'est un jeu où on peut épargner ses ennemis, en tout cas progresser de façon stealth et tout, sans forcément les éliminer. À l'époque, voilà, les critiques avaient dit, oui, les phases de boss, c'est des passages obligés, et on est obligé d'éliminer les boss, de les tuer et tout. Je crois que c'est quelque chose qu'ils ont corrigé dans le dernier, il me semble. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc. Mais c'est vrai que le tout premier Deus Ex justement avait une originalité dans l'approche des boss, pour ainsi dire, qui n'était pas forcément marqué comme tel en termes de mise en scène, mais qui revenait à ça, mais qui pouvait être approché de plusieurs manières différentes, à différents moments du jeu, parfois des combats qui semblaient inéluctables et qui en fait pouvaient être évités ou anticipés et qui permettaient du coup de complètement sortir de l'approche traditionnelle du voilà, t'es dans une salle, t'as un ennemi, il faut que tu le passes pour pouvoir accéder à la suite. Il y a un point intéressant, parce qu'on parle depuis un moment de progression et de marquer une transition. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, dans les jeux à monde ouvert, justement? Ça, c'est une question intéressante. Parce que le fait d'aller marquer... Tout le monde se retourne vers moi. Le fait d'aller marquer une transition, le fait de dire, bon, t'as appris ça, t'as fait ça, ça part du prérequis qu'effectivement, ces choses ont été faites parce que le jeu est linéaire.
Il y a ce problème-là à partir du moment où on dit, bah voilà, les objectifs sont éclatés, allez où un peu où vous voulez. Mais les jeux, Vas-y. les jeux à monde ouvert sont, enfin, pour la plupart, sont linéaires aussi dans leur progression, parce que on garde quand même la maîtrise des épreuves, de ce qu'on va faire, ce qu'on va donner aux joueurs finalement. Exactement. Et même si, en fait, on faut plus parler de goulot d'étranglement, on va donner un certain nombre d'activités, le joueur va avoir un choix limité. Mais on a quand même la maîtrise sur le fait que voilà, il a passé l'étape A, maintenant il va passer à l'étape B. Tout à fait. En fait, j'allais envoyer comme exemple une autre émission que j'avais faite de Boss Tribune. Bon, peut-être que ça reviendra, qui sait. C'était sur GTA Vice City. L'épisode Vice City dans lequel tu devais prendre le contrôle de la ville petit à petit. Et il y a vraiment un palier qui est franchi à partir du moment où tu affrontes un de tes rivaux sur le marché de la drogue, etc. Son nom, c'est comment ? Ricardo Diaz, déjà. Et c'est une mission, en fait, qui te permet de rapporter le manoir, qui te permet d'accéder à une nouvelle zone du jeu, etc. Et même si c'était un monde ouvert à la base, quand tu acquiers toutes ces ressources-là, là, tu commences vraiment à t'amuser, quoi. Donc ça marque vraiment un palier, mais ça reste en monde ouvert. J'ai un autre exemple et on parlait de... Ah, désolé, tu voulais réagir. Oui, je l'ai rajouté qu'effectivement, dans beaucoup de jeux à monde ouvert, de toute manière, il y a souvent une trame principale forte qui sert de parcours global et qui va du coup pouvoir être jalonnée par des boss. Et après, tous les éléments secondaires vont pouvoir aussi avoir des boss de conclusion et puis, pour la réussite d'objectifs. Et puis, j'allais dire qu'il y a un autre jeu à monde ouvert qui s'appelle Shadow of the Colossus. Ah oui, qui a un exemple intéressant. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, du coup, le mettre en contexte c'est un jeu qui est sorti en 2000... quand déjà ? Je sais plus. Dans les années 2000 sur PlayStation 2. Voilà, sur PlayStation 2, qui est en fait un gros boss rush. C'est-à-dire, tu as un monde ouvert que tu peux parcourir à cheval, comme tu veux, sauf qu'il n'y a rien à faire dedans, mis à part battre les boss. Et d'ailleurs, on va en reparler, je crois. Oui, ça vient également un petit peu plus tard. Et voilà, mais c'est un monde ouvert, mais tout ce que tu dois faire, en fait, c'est battre des boss dedans. J'aimerais... C'est aussi un peu le concept de Monster Hunter, d'une certaine manière. Oui. Je suis pas d'accord. Les deux jeux ne se déroulent pas du tout de la même manière, mais Monster Hunter, c'est quand même énormément tu choisis un monstre et tu vas l'affronter, et chaque grand monstre peut être vu comme un boss avec ses méthodes particulières. Ouais, alors, pour moi, Shadow of the Colossus, c'est un enchaînement de niveaux dans un monde ouvert, en fait. Ouais. Pour moi, les boss ne sont pas les colosses ne sont pas des boss. Mais on va en parler après. Ça fait partie. Je vois les regards. Vous cachez le conducteur. Non, par contre, un exemple qui n'est pas au conducteur, et c'est pour ça qu'il est bien, c'est Zelda A Link Between Worlds, puisque donc c'est le Zelda sur 3DS, c'est le Zelda, je vais pas dire en 2 dimensions, mais en tout cas c'est le Zelda qui est dans la continuité d'A Link to the Past sur 3DS, où une bonne partie de la communication était basée sur le fait que vous allez pouvoir faire les donjons, vous allez pouvoir faire le jeu un petit peu dans l'ordre que vous voulez. Ouais. Autrement dit, c'est un Zelda à monde ouvert. Et ça s'est avéré être quelque chose d'extrêmement faux, puisque comme tu parlais tout à l'heure pour les jeux à monde ouvert de goulot d'étranglement, c'est exactement ça. À partir du moment où tu rentres dans un donjon, tu fais le choix de ce donjon, tu fais le choix de l'item, et tu dois le faire d'une seule traite. Et tu as un goulot d'étranglement entre la première et la deuxième moitié du jeu. Donc, c'est clairement faussé. Là où Zelda était un vrai monde ouvert, c'était dans le premier, en fait, sur NES. C'est vrai. Il était possible, alors avec énormément de limitations. Et d'ailleurs, ce Zelda ressort. Après, il y a certaines aires du jeu où tu pouvais clairement pas rentrer si tu n'avais pas d'abord chopé tel ou tel item. Mais justement, tu explorais, et c'était à toi de découvrir là où tu pouvais aller, là où tu pouvais pas aller, et faire le jeu vraiment comme tu voulais. Et de compter de 1 à 8. Exactement. Ce qui était, il fallait le faire. C'est devenu une formule. Il fallait le faire, exactement. Donc les donjons, on devait les faire dans l'ordre dans le tout premier jeu. C'était conseillé, disons. Oui, c'était conseillé, mais pas techniquement impossible. Enfin, c'était possible de les progresser un petit peu tous en même temps, si je dis pas de bêtises. Là, je me suis un peu sur Asmar, mais oui, il me semble. Voilà, parce que forcément, je ne suis pas un enfant des années 80, donc ça n'aide pas. Et dans A Link Between Worlds, finalement, à partir du moment où on commence à louer ou acheter tous les items qui sont accessibles d'entrée de jeu, on peut aussi commencer à aller faire des tours dans les différents donjons en parallèle les uns des autres. Sauf qu'effectivement, c'est pas conseillé pour la progression, parce que c'est plus simple de faire un donjon, de le terminer et de passer au suivant. Mais techniquement, on peut commencer 2-3 donjons en même temps et juste faire des allers-retours entre les 3. Ça n'apporte pas grand-chose aux joueurs, donc c'est peut-être pour ça aussi que ce n'est pas mis en avant en termes de mode de fonctionnement, mais cette liberté-là continue à exister. On a parlé du boss. Maintenant, j'aimerais qu'on évoque 2 figures différentes qui sont un petit peu en mutation sur cette simple figure du boss, donc situation de conclusion par rapport à la fois à une période de gameplay, une période un moment scénaristique en quelque sorte, un moment narratif en tout cas, c'est la question du boss de fin. Boss de fin, forcément, il n'amène pas grand-chose ensuite après lui. Je veux dire, c'est généralement lui qui va marquer la fin de l'histoire, qui se situe juste avant les crédits, qui se situe juste avant qu'on le batte. Et ce boss de fin-là, il a une spécificité dans énormément de jeux, c'est le fait d'avoir plusieurs formes.
Donc c'est le fait de dire aux joueurs, non seulement c'est un examen et vraiment l'examen final du jeu, mais en plus, le but c'est de vous surprendre, le but c'est limite de vous faire peur, de vous dire ça va pas passer, vous n'allez pas avoir assez de points de vie, vous n'allez pas avoir assez de points de magie ou que sais-je pour pouvoir le battre. Comment est-ce qu'un bon boss de fin fonctionne pour vous? Est-ce que c'est uniquement ce que je viens de décrire? J'ai l'impression que c'est une partie de la réponse en fait. Mais pour moi, un bon boss de fin, c'est un boss qu'on va faire d'une traite. Et on va pas perdre. Et en fait, on va avoir la conclusion du... Donc toi, tu espères que tes joueurs ne recommencent pas le boss de fin? J'espère que le boss de fin, en fait, ça dépend de l'école. On va reparler Dark Souls et tout. Dark Souls, c'est... Il faut y passer 20 heures et on finit par tuer le boss. Mais j'ai rien contre le fait de galérer. Et la gratification vient de ça, d'accord. Mais je pense qu'un jeu plus narratif, je vais prendre par exemple Last of Us. Il n'y a pas vraiment de boss de fin, mais imaginons on met un boss de fin juste avant la conclusion du jeu. Un boss de jeu à la Dark Souls, donc extrêmement dur. Est-ce qu'on ne va pas du coup générer de la frustration plus qu'au final le problème dans les jeux comme The Last of Us, c'est que de toute manière, le jeu est fait pour se dérouler, pour continuer à avancer. Et dès qu'on met en place des dangers ou des challenges un peu trop élevés, tout de suite, ça frustre le joueur, ça casse sa progression, ça casse son immersion et ça nuit à son expérience. C'est exactement là où je voulais en venir en fait. Voilà. Ça dépend vraiment du jeu. Et voilà, pour moi, un boss de fin, ça fait partie de la conclusion, ça doit faire partie du processus narratif qui amène à du coup lâcher la manette et passer à autre chose. Et ça ne doit pas forcément être l'épreuve la plus compliquée. Je verrais plus un boss optionnel. Mais en termes de gameplay, quand il est question justement d'éviter cette frustration extrême, ça doit être un grand aller-retour entre toi et le playtest finalement. Oui. De voir un petit peu, parce que forcément quand on est le développeur du jeu, on a tendance à le connaître un petit peu plus que les autres, à mieux y jouer que tous les autres, donc on n'est pas forcément le meilleur juge pour savoir ce qu'est le niveau de frustration et ce qu'est le niveau de difficulté nécessaire. C'est d'ailleurs également pour ça que sur Super Mario Bros et notamment sur Super Mario Bros 2, l'édition uniquement sortie au Japon, ils se sont vite rendus compte que malheureusement le jeu était plus difficile que ce qu'ils pensaient avoir sorti. Donc il y a cette question de perspective, donc c'est vraiment un aller-retour, et c'est plus un aller-retour pour ça que pour d'autres parties du jeu. C'est plus dépendant l'opinion d'autres joueurs au moment du développement sur la question du boss final ou sur la question des boss en général. Tu veux dire le playtest? Ouais. Non, je pense que... Il se concentre sur tout le jeu. Les playtests, c'est... On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez, voilà. Très bien, c'est bon à savoir. J'ai une collègue... Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais expliquer en fait, c'est qu'il y a des hochements de chef pour totalement approuver ce qui vient d'être dit. Très bien. D'autres réactions sur la question des boss de fin? Moi, je dirais que déjà, en tant que joueur, de mon point de vue, un bon boss de fin, il faut que ce soit vraiment l'affrontement qui va me marquer à la fin du jeu. Donc, il faut que je le termine, limite, à genoux devant ma console ou mon PC, en sueur, après y avoir passé 20 minutes, finir à 1 PV en me disant non, mais c'est pas possible, ça va pas passer, mais c'est mon dernier coup, mais il faut que je tente quand même. Je suis d'accord avec tout ce qu'on a. Et on a la force du Neketsu avec nous. Et bref, il faut qu'il y ait toute cette implication, parce que de toute manière, c'est le dernier moment où on peut pousser le joueur dans ses limites. Et s'il se prend un mur impossible, c'est frustrant. Mais si ça se passe trop facilement, du coup, ça laisse une impression un peu tiède en termes d'expérience et de marque qu'on laisse sur le joueur. Et il y a quelque chose d'absolument marquant dans la série des jeux Pokémon, des jeux principaux, c'est le Conseil des 4, dans lequel on a la possibilité de restaurer ces Pokémon une dernière fois, d'acheter dans une boutique une dernière fois, pas forcément au prix les plus avantageux d'ailleurs. Et ensuite, on doit faire une succession de 5 combats qui sont assez difficiles et on se retrouve souvent avec son dernier Pokémon, son dernier rempart qui tient par rapport au dernier. Mais à la fin, tu deviens le maître de la ligue. Exactement. Et tu inscris tes Pokémon dans le... Même ceux qui sont morts. Voilà, c'est ça. C'est une belle histoire finalement, ça se termine bien. Oui. Non, mais les Pokémon ne meurent pas, c'est non, pas c'est possible. Vrai. Non, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent, exactement. C'est un univers merveilleux, je note. D'ailleurs, moi, je n'ai pas dit mort. Non, c'est vrai. Non, mais je l'utilisais comme métaphore. Voyons. Non, quand on parlait de la difficulté de la frustration, pour moi, je trouve plus de frustration à ne pas comprendre quel est l'objectif suivant dans un jeu et à ne pas savoir où aller ensuite. C'est là où vraiment je vais être désintéressé en tant que joueur, plutôt que par rapport à la difficulté. Même si c'est extrêmement frustrant, j'ai joué à des jeux comme Spelunky, Super Meat Boy, etc. Je sais quel est l'objectif, c'est extrêmement frustrant, mais je vais continuer de jouer simplement parce que au contraire, justement, on me secoue la carotte devant le nez, je sais qu'elle est là, je sais que je pourrais presque mordre dedans, il faut juste que je fasse
Que tu sois bon. la chose et que je sois bon, voilà, que je joue correctement. Mais c'est des jeux qui sont conçus pour ça, en fait, pour Mhm. être recommencés plusieurs fois d'affilée Et pour et affronter un mur et enlever la relancer une partie, friction voilà. de recommencer à chaque fois, C'est que ce ça, soit le moins exactement. pénible Surtout possible. Super Meat Boy qui en fait même une feature. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez les replays à la fin de chaque niveau. Bien on sûr, voit tous oui, les tout à essais simultanément, c'est hyper impressionnant. Et la résurrection instantanée, Voilà. c'est lui qui l'a vraiment popularisé. Quoi. Mais si on prend une séquence, je reprends dans l'exemple Last of Us, Mhm. la première séquence, je crois, où on rencontre les clics, je sais plus comment ils s'appellent ces ennemis qui te Je détectent. crois que c'est ça, hein, C'est les clics, les ouais. clickers. Les clickers, exactement. Moi, j'ai passé 1h30 dessus. Qui en français, merveilleux. Voilà, c'est dégueulasse. Tu t'imagines des gens juste devant un ordinateur qui sont juste en train de cliquer. J'ai passé 1h30 dessus, j'ai jeté ma manette contre les murs et j'en ai ressenti qu'une énorme frustration. Bah, surtout que The Last of Us en plus met en scène le game over de manière particulièrement agressive pour le joueur et C'est une sanction. Voilà. Ce qui lui fait peser dessus le fait qu'après avoir passé 3-4 game over d'affilée, en général, on a envie d'arrêter le jeu, de se poser dans un coin, de regarder un truc gentil et de changer les idées parce que Alors que dans Voilà. des jeux comme Super Meat Boy, Hotline Miami, justement, la difficulté est contrebalancée par le fait que t'as pas le temps de te rendre compte du fait que t'es mauvais, qu'il faut faire. Non, ils te remettent directement en action, ils te disent voilà, réessaye, tu meurs, c'est pas grave, réessaye, tu meurs, c'est pas réessaye, etc. C'est l'école du jeu d'arcade en fait. Tout à fait. Remets une pièce et c'est reparti. Voilà. Sauf que là, tu perds pas d'argent. Quoi. Alors, Ouais. on a parlé des boss de fin, j'aimerais qu'on parle des mini-boss. J'aimerais qu'on parle des mini-boss. Alors, encore une fois, un exemple assez facile pour pouvoir se représenter un petit peu ce que c'est, ce serait prendre par exemple Zelda sur Game Boy et parler justement de ces boss qui interviennent au moment à peu près où on est à la moitié du donjon ou au tiers du donjon et qui ajoutent quelque chose de supplémentaire qui permettent de sauvegarder. Qui permettent en tout cas de pas de sauvegarder, mais d'avoir un téléporteur pour pouvoir, je ne vais pas dire sauvegarder sa progression, mais en tout cas pour faciliter la progression du joueur. Et puis c'est eux aussi qui vont te donner les clés après, enfin l'objet qui va te permettre de battre le vrai boss aussi. Également, donc, pourquoi est-ce qu'on les a ajoutés, ces ennemis plus puissants, ces mini-boss ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de mini-boss d'ailleurs ? Est-ce que c'est une bonne... Ça me semble correct. Ce que je dirais, c'est que si on dit que les boss de fin, c'est vraiment l'examen final, les mini-boss, du coup, c'est l'interro surprise. Tu arrives et le développeur te dit alors, est-ce que tu as bien révisé ? Ah et, Voilà un gros rhinocéros. Voilà. C'est exactement non, ce il y a que le. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Très bien. Je laisse la parole, mais. Je vais prendre un peu d'eau. bah, j'allais dire qu'ils remplissent leur rôle de finalement tu veux une récompense, il faut la mériter. Ah. Donc comme ils sont là pour lâcher un objet ou une clé ou un élément de progression, forcément il faut mettre un peu d'emphase là-dessus parce que si on se contente simplement de marcher au milieu du donjon et de faire ah bah tiens le boomerang magique il était là posé dans un coin, forcément ça met peu d'emphase sur l'intérêt de l'objet. Et donc ils créent un élément de rythme effectivement en permettant de prolonger un peu plus le donjon derrière et éviter de faire tout Exactement. une traite. Et puis ça permet de sophistiquer le design du donjon, le Oui. design du niveau. Et puis du coup, voilà, ils mettent cette emphase sur l'élément qu'on s'apprête à acquérir et lui donnent de la valeur parce que aussi, tout ce qui va être un peu difficile à récupérer va forcément symboliquement paraître plus intéressant pour le joueur. Ah, je suis d'accord. Frédéric est d'accord. Ouais, très ouais, bien. je suis- Non, alors, on voit l'utilité au terme de gameplay, on voit l'utilité en termes de level design, mais en termes narratifs, ça peut rentrer correctement parce que finalement, on balance un ennemi un petit peu plus fort. C'est la courbe de tension qui va un peu monter. C'est un mini climax avant le climax final. Ça finalement. permet de Voilà. garder le joueur vraiment attentif. Exactement. D'accord. Donc les jeux, finalement, avant l'introduction du concept de mini-boss, avaient ce problème-là. C'est venu résoudre un problème, c'est pas venu simplement permettre des donjons plus longs. Oui, et puis il y a plusieurs. Enfin, c'est peut-être ce que tu appelles donjon, ça va être un niveau finalement. Un niveau, oui, Et voilà. Ça va être J'ai toujours cet exemple de l'épreuve intermédiaire, Link's Awakening en Mm. tête, mais évidemment, ça peut Mais être parce autre que chose. c'est une structure très carrée finalement. Exactement. Donc ouais, mais j'ai plus trop d'exemples en tête de jeux récents avec des mini-boss. Récent, non. Ça me vient pas forcément. D'accord. Est-ce que vous voyez ça comme simplement un hasard ou est-ce que vous pensez que là aussi il y a une vague de... Alors, je pense que c'est lié à la question des boss en général, même dans les jeux, dans les triple. C'est qu'ils commencent à s'effacer, les mini-boss les premiers, entre guillemets. C'est ça. Et puis avec effectivement la modification des conceptions de jeu et l'ouverture vers des trames narratives ou vers des mondes ouverts, au lieu de voir des mini-boss étiquetés comme tels qui sont vraiment des intermédiaires dans une progression, on va plus avoir affaire à un panel de boss plus ou moins important
dont certains vont être mémorables parce qu'ils vont vraiment arriver en fin d'un élément de scénario important, d'autres qui vont être juste des points de passage qu'on va peut-être parfois oublier rapidement. Par exemple, les boss dans The Witcher 3, il y en a quelques-uns qui sont vraiment gros, qui sont marquants, dont on se souvient. Il y en a où vraiment il faut s'y reprendre pas mal de fois et qui sont très bien mis en scène. Et puis, il y en a d'autres qui sont effectivement des boss de moindre importance, qui sont là quand même, mais dont le combat ne va pas être si palpitant que ça, et dont on ne va pas forcément se souvenir comme étant des boss au final. Alors, j'ai envie de vous poser une question un petit peu, je ne vais pas dire iconoclaste, mais une question qui s'est longtemps posée, notamment justement liée à la personnalité de Shigeru Miyamoto, mais ce boss typique des jeux Nintendo, et encore plus typique des jeux Mario, qui est, je pense que beaucoup de monde ici dans cette pièce a joué à un jeu Mario une fois dans sa vie, et tout le monde sait instinctivement que le nombre de fois qu'il va falloir taper un ennemi sur sa tête quand c'est un boss dans un jeu Mario, c'est 3 fois. Exactement. Et ça se répète non seulement dans énormément de jeux Mario, mais également dans d'autres jeux chez Nintendo, chez certains Zelda, chez certains même... Sur Splatoon, je crois qu'il y a certains boss ou mini-boss qui fonctionnent exactement de la même façon. Même si je crois pas que... Non, Shigeru Miyamoto n'avait pas vraiment de position extrêmement importante sur le développement du jeu. Il y a clairement une école qui est l'école du 3 fois, l'école du 3 fois sur la tête, l'école du 3 coups, les 3 points faibles, tout ce qu'on veut. Cette formule-là, étant donné que tout le monde la connaît, étant donné que tout le monde l'a internalisée, est-ce qu'il n'est pas temps de s'en débarrasser? Est-ce qu'elle a des mérites encore? Elle a des... C'est lié pour moi à la question de la mécanique que les boss mettent en valeur. Et c'est toujours lié à un pattern de gameplay que le joueur doit retenir. Ouais. Et en fait, 3, c'est pas un nombre magique, mais on va dire que ça laisse pas de place au hasard. Si le joueur a compris le pattern, il va pouvoir reproduire 3 fois ce qu'il a appris, la technique qu'il a assimilée pour vaincre le boss. Finalement, c'est ça, c'est l'examen. Ça évite d'avoir une barre de vie qui prend l'écran comme ça. Après, ça pourrait être 4, ça pourrait comme être dans 5. dans Dark Souls 3, par exemple. C'est vrai. Ou dans des RPG comme Final Fantasy. Oui, et puis en termes de rythme de construction, effectivement, le fait d'avoir un rythme ternaire, enfin d'avoir un rythme en 3 temps, parce que dans les Mario, c'est 3 coups, parce que les ennemis habituels tombent en un coup. Dans les Zelda, par exemple, c'est pas forcément 3 coups, c'est plus en 3 phases, avec effectivement un nombre de coups à poser à chaque phase qui peut être variable. Aussi parce que le level design chez Nintendo est également en 3 phases. En termes d'apprentissage d'une nouvelle mécanique, par exemple, avec une version, on va dire, complètement inoffensive, on va sauter par-dessus quelque chose, mais il n'y a pas de précipice, il y a juste une plateforme en dessous pour pouvoir se récupérer. Ensuite, on fait, par exemple, une version où là, il commence à y avoir un précipice, puis un précipice et un ennemi, histoire de tenir la main au joueur, puis ensuite de lui dire... Tu vois bien ce qu'il faut faire, maintenant débrouille-toi. C'est exactement ce que je disais donc par la mécanique en fait, que le joueur assimile, et 3 fois ça laisse pas de place au hasard. Si le joueur a pu le faire 3 fois, c'est qu'il a appris le truc. Par contre, ce qui est intéressant chez les boss de Nintendo, c'est qu'il y a un changement dans leur comportement à chaque phase, à chaque fin de phase finalement. Il va s'accélérer, il va s'énerver, il va changer de couleur. Voilà. Il va mettre en place des mouvements différents ou des combinaisons de mouvements qu'il ne mettait pas en place avant, de manière à augmenter un peu la pression aussi. Mais après, rien que le fait qu'on puisse parler de boss de Nintendo, je trouve ça marrant qu'il y ait des développeurs qui se démarquent simplement par la façon dont ils traitent les boss. Je vois par exemple Capcom aussi, ils ont une manie, c'est de faire des boss rush à la fin de leur jeu. Ils te donnent pour mission de finir tous les boss que tu as déjà fait pendant le jeu en une seule fois. Le premier exemple qui vient en tête, c'est évidemment Megaman. Bien sûr, Megaman X. Parce que c'est frustrant. Voilà, mais même des jeux plus récents comme Beautiful Joe ou Okami ou Mad World, tous ces jeux-là te proposent de refaire les boss tous d'affilée à la fin. C'est intéressant, on est dans une exposition, chaque artiste a sa signature. Ce serait finalement une signature, mais vraiment en termes de game design, de level design, de gameplay. Enfin, c'est une signature dans la structure du jeu elle-même. Tu veux dire d'avoir des boss rush? Pas forcément d'avoir des boss rush, mais d'avoir des tics, d'avoir des manies. C'est un joli clin d'œil, je pense. Je sais qu'on dépasse la simple conversation sur le boss, mais on est clairement dans telle entreprise, tel développeur, telle personne a tendance à réaliser les jeux d'une certaine manière et à avoir certains tics. Chaque développeur a ses petits gimmicks, son savoir-faire. Qui répercute sur tous ces jeux. Donc oui, moi ça me surprend pas en tout cas. Et de la même manière que si on prend l'ensemble des jeux Square Enix, et plus souvent la série des Final Fantasy, même si les univers sont très différents, même si les mécaniques peuvent beaucoup changer d'un jeu à l'autre, finalement il y a toujours des règles dans la construction et dans le déroulement des combats de boss, surtout des boss de fin, où là aussi on retrouve beaucoup les histoires de phases, de différents temps, qui sont aussi assez emblématique finalement de cette école-là, enfin
de cet éditeur-là par rapport à d'autres éditeurs, y compris en JRPG. J'aimerais maintenant évoquer la question qui avait été soulevée par Asmar il y a quelques instants, qui est celle de Shadow of the Colossus. Alors, boss ou pas boss, là justement on va pouvoir attaquer la chose. Ce que j'avais prévu, je vais vous dire de manière extrêmement transparente la question que j'avais prévue. Donc tous les jeux n'ont pas forcément de boss. Les monstres de Shadow of the Colossus ne sont à mon avis pas des boss. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Oui. Mais vas-y. Battez-vous! Non, pour moi, Shadow of the Colossus, c'est des niveaux de plateforme. T'as 16 colosses, c'est ça? 12. 12, ok. 12 ou 13, je sais plus. Donc, t'as 12 colosses, t'as 12 phases de transition. Tu vas te balader à cheval avec ton épée pour t'orienter. Et ça va être plus une expérience contemplative. Tu vas profiter du monde, de la musique et tout. Et puis après, t'as ta petite phase de plateforme. Plateforme action, parce que tu vas devoir mettre des petits coups d'épée et tout. Et le boss, finalement, ce qui est fort, moi, je trouve, dans ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des niveaux sur des éléments gigantesques, mobiles. Et ils basent tout leur jeu dessus. Mais pour moi, c'est pas des boss finalement, parce que la place de ces colosses dans le monde, on la connaît pas trop. Ils ont beau être monstrueux, ils ont beau être énormes, ils ont beau être puissants, ils ont beau être, on va dire, les seuls chapitres, le seul chapitrage du jeu, exactement. Et les seuls personnages au-delà justement de son cheval et de son personnage à soi qu'on contrôle. Justement, cette raréfaction-là fait que ça ne peut pas vraiment être un boss. Et c'est des systèmes à part entière qui sont différents, qui sont dissociés. Là où tu parlais de Monster Hunter, Monster Hunter, tu vas te battre contre des gros dragons, des gros T-Rex et tout, et c'est super cool. Mais en même temps, juste avant, tu vas quand même te balader dans le monde et tu vas buter des petits raptors, des petits trucs, des petits poulets, je sais pas. Oui, pour ramasser des ressources. Oui, voilà. Mais du coup, les monstres ne vont être que des déclinaisons plus grosses et plus dangereuses. Les boss vont être des déclinaisons plus grosses et plus dangereuses de systèmes que tu as déjà rencontrés avant, de petites créatures. Alors que dans Shadow of the Colossus, il n'y a pas de point de comparaison. Les colosses sont uniques. Mais il n'y a rien qui ressemble à ça ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le seul truc réellement répétitif dans les monstres de Shadow of the Colossus, c'est leur point faible. Oui. Spécifiquement leur point faible. Le moyen de l'atteindre change un petit peu à chaque fois, mais le point faible en lui-même est justement extrêmement similaire à peu près à chaque cas. Mais du coup, à côté de ça, est-ce que donc ces colosses, qui effectivement finalement sont à la fois le boss et le niveau, d'une certaine manière, est-ce qu'ils sont franchement différents de certains gros boss qu'on rencontre qui sont des enchaînements d'événements avec des QTE, différentes actions à accomplir pour réussir à les tomber. C'est avec ça que j'allais objecter. Il y a des jeux qui sont des boss rush, comme Shadow of the Colossus. Je pense que les colosses sont des boss rush. Et il y a pas à en avoir honte. Il y a des, par exemple, je prends comme exemple Punch-Out. Punch-Out, les niveaux, en fait, c'est les boss. C'est exactement pareil. Sauf que on n'hésite pas à les considérer comme des boss. Donc, si on prend la structure du jeu en elle-même, étant donné qu'il y a différents tournois et qu'on va progresser dans le tournoi jusqu'à vaincre la personne qui, on va dire, à la tête de ce tournoi spécifique avant de passer au tournoi suivant, on pourrait dire que le dernier combattant du tournoi constitue le boss du niveau que représente le tournoi. Mais après, étant donné que c'est relativement la même séquence de gameplay, c'est-à-dire se battre. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu dirais dans Street Fighter, on va prendre le 2 par exemple, que chaque combat est un combat de boss? Le seul boss, c'est Bison. C'est Bison, voilà. Oui, on est d'accord. C'est le dictateur. Mais ce qui en fait un boss comparé aux autres, parce qu'il a des capacités qui sont différentes mais qui ne sont pas forcément plus fortes. Mais ça va être je les considère comme des boss dans Punch-Out parce que tu ne peux pas les jouer après. J'aimerais d'ailleurs... Il y a un héros, c'est Little Mac. Il y a une distinction en fait. C'est ça. Je sais que c'est relié à l'actualité, mais Capcom, écoute-moi. Une skin Donald Trump pour Bison, c'est le moment. C'est le moment. Bravo. Non, alors, c'est pas possible. Moi, je joue Bison, alors je veux pas ces skins. Mais c'est avec une tignasse blonde. Non, c'est totalement faisable. Tu gardes la même corpulence, c'est absolument possible. Oui? Non? Personne? Ok, très bien. Non, effectivement, en termes de boss, il y a cette idée de marquer la structure. Je crois qu'on l'a bien évoqué. Les mécaniques de boss de fin, ça c'est un truc que je voulais évoquer, parce que tout à l'heure on a déjà parlé un petit peu c'est difficile de dire ça, mais effectivement de cette nouvelle école de jeu qui fait disparaître un petit peu les boss. On garde parfois également le boss de fin. Moi je pense à Bioshock. Je pense au premier Bioshock, où il y a des ennemis plus forts, il y a, on va dire, des ennemis emblématiques, je ne sais pas si vraiment on peut les définir comme boss, mais un des rares ennemis qu'on peut vraiment, à mon avis, appeler boss sans aucun problème, c'est, alors je me souviens plus du personnage, c'est malheureux, mais celui qu'on va combattre à la fin.
et qu'on va combattre à la fin dans un contexte très particulier, puisqu'il est dans un lieu spécifique, il va tenter de se bourrer d'Adam pour devenir plus fort et pour tenter de survivre, comment dire, de devenir le plus fort, enfin, c'est ce genre de trip assez égocentrique. Mais là, on a vraiment le scénario et l'endroit dans lequel on se trouve qui va dicter le gameplay du boss. Et franchement, ce gameplay de boss, il est pas très intéressant. J'ai également vu ça sur le premier jeu Batman, Arkham Asylum, où le combat contre le Joker à la fin, il est pas super excitant. Non. Qu'est-ce que ça dit, ça, finalement? Enfin, je veux dire, il y a clairement... ça dit quelque chose. Il y a clairement le jeu qui... Enfin, le scénario et cette emprise du scénario qui dicte le boss, Non. le gameplay. Ça dit quelque chose, c'est que surtout un boss, c'est super cher à développer. Ah, ça, c'est un truc, ça, c'est super ça, c'est un truc intéressant. qu'on n'a pas... Vas-y. On évite la question. Voilà. Ah non, je la veux. C'est super la dur. question. Si on prend BioShock, par exemple, on regarde tous les ennemis de BioShock, on regarde le boss de fin de BioShock. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a rien qui ressemble au boss de fin. C'est une séquence beaucoup plus scriptée. Voilà. Et tout ce qui va être plus scripté dans le jeu vidéo, tout ce qui ne va pas répondre à des systèmes qui existent déjà avant, ça va être quelque chose de très coûteux parce que ça va demander une équipe dédiée qui va travailler sur cet élément. Et du coup, c'est compliqué parce que le travail qu'on va utiliser pour les boss, on va pas pouvoir le réexploiter ailleurs. Et c'est pareil pour plein d'autres jeux. On va reparler de Mario, mais si je prends le premier boss de Mario Galaxy, est-ce que je vais réutiliser ce que j'ai développé pour le premier boss ailleurs dans un autre niveau? Non, c'est une équipe dédiée qui a travaillé sur ça. Oui. Et du coup, donc je pense que c'est dicté par le scénario. Il faut une conclusion, il faut affronter. Je me rappelle plus du nom. Pourtant, c'est Ryan ou. Est-ce que je veux pas me tromper sur les noms des De personnages? BioShock, Donc en fait, ok. je voulais pas. Si tu veux, je voulais pas Voilà. exciter la fanbase de la série en disant c'est un des personnages qu'on rencontre à la fin. Mais Du coup, il fallait l'affronter, il fallait une conclusion. Mais par contre, après, quand est-ce qu'on fait un boss de fin? Est-ce qu'on le développe au début de la production d'un jeu, à sa fin? Est-ce qu'à la fin, on a assez de temps pour le faire, le tester? Voilà. Et ça rentre envers toutes les problématiques qu'on a actuellement, justement, de financement, de respect des calendriers. Oui. Après, c'est simplement de programmer un calendrier aujourd'hui dans l'industrie C'est ça. du jeu Et vidéo du quand coup, on est sur des grosses équipes. en tant que développeur, il faut souvent être malin et développer des choses qui peuvent être réutilisées partout pour gagner du temps, parce qu'on se bat contre le temps finalement. Oui. Et pour un boss de fin, c'est un casse-tête. Je pense que tous les boss, et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'on voit moins de boss aussi, c'est que c'est compliqué à développer. Et d'ailleurs, donc on parlait de Deus Ex Human Revolution tout à l'heure, et c'est une des explications qui a été avancée pour faire ressortir l'idée que les boss cadraient mal avec le reste du jeu, c'est que vraisemblablement, ils ont été confiés à une équipe spécifique qui fait que ils ont développé les boss d'un côté, le reste du jeu s'est développé de l'autre, et puis quand on a mis le tout ensemble, le game system global fonctionnait, mais les boss cadraient pas parce qu'ils avaient été faits séparément et la cohérence interne n'était pas respectée. Très bien. Asmar, tu avais quelque chose à ajouter sur la question? Non, j'écoutais avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention, très bien. Dans ce cas-là, alors voilà, on parlait des moyens, je vais décaler un petit peu sur autre chose. Les boss, on parle des boss comme souvent des personnages antagonistes, donc on ne va pas jouer. Mais il s'avère que, alors c'est souvent en passant d'un jeu à l'autre, dans un spin-off, dans une série, et on peut par exemple penser à Wario, qui est un boss dans Super Mario Land 2 sur Game Boy et qui devient le personnage principal dans Mario Land. Comment ça se passe quand on va prendre un antagoniste, et même pas des moindres, et d'en faire un personnage jouable? Qu'est-ce que ça inclut comme contrainte? Est-ce que ça inclut probablement de repenser tout le personnage, sa palette de mouvements, cette idée-là? J'imagine. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans la situation où tu devais, Frédéric, par exemple, reprendre un boss et dire bon, dans le mode multijoueur ou dans telle ou telle condition, on va le rendre jouable. Ça demande de faire des choix, je pense. Alors non, j'ai pas connu ça, mais c'est vrai que si on va lui donner des compétences un peu trop fortes dans l'expérience où le joueur est confronté à lui, et après, si on permet de le jouer juste après, oui, ça peut poser des problèmes de cohérence. En fait, il y a un exemple très récent qui me vient en tête, c'est Plague of Shadow, l'extension de Shovel Knight, dans lequel tu joues Plague Knight. Oui. En fait, le gameplay change complètement, et pourtant tu fais exactement la même aventure que Shovel Knight, tu combats les mêmes boss, sauf que
Dans le niveau où normalement il y a Plague Knight, tu affrontes Shovel Knight, c'est-à-dire le personnage principal. Je sais pas si tu y as joué. J'y ai joué 5 minutes et ensuite je me suis dit ah j'ai pas le temps. Mais le gameplay est spécial, c'est vrai, il faut s'y faire. C'est clair, non, mais tu me donnes envie de. C'est sympa. de jouer. Mais après, il a les mêmes mouvements, mais il est beaucoup moins maléfique, disons, que dans l'aventure principale de Shovel Knight. Il a ses propres motivations. C'est très pipou, en fait. Enfin, je vais pas spoiler, mais jouez-y, c'est sympa. Du coup, c'est un enjeu assez important en fait, d'humaniser assez le personnage principal pour qu'il y ait un effet d'empathie, d'identification. Est-ce que j'ai envie d'incarner ce personnage pendant 10 heures? Et si oui, pourquoi? Quelles sont les raisons qui vont me motiver? Et du coup, si on a un personnage qui est complètement infect en tant que boss de fin, ça va être dur de s'identifier à lui, simplement de jouer. Et puis ça crée un écueil en termes de gameplay qui est souvent l'effet « Ah ben dis donc, il avait l'air beaucoup plus fort quand c'est moi qui l'affrontais ». Ouais. Quand on se retrouve à affronter un boss qui est difficile, qui est compliqué, qui nous prend du temps, qui nous demande beaucoup d'énergie, de concentration et qui a l'air d'être effectivement une espèce de machine invincible avec des attaques dévastatrices, et qu'on se retrouve à le jouer et qu'il est finalement moins impressionnant que ça dès qu'on a la manette en main. Par exemple, je crois que c'est un peu l'effet qu'il y a eu avec Bison, Balrog, Vega et Sagat dans les Street Fighter, où quand on les affrontait en Street Fighter 2, c'était les ennemis ultimes qui défonçaient tout. Et puis, à partir du moment où ils sont devenus jouables, ils avaient l'air moins impressionnants dès qu'on devait les manier. Il fallait les équilibrer avec le reste du cast. Donc, c'est la différence entre quand un personnage est géré par une intelligence artificielle et par un joueur qui n'est pas forcément expérimenté avec le personnage. Surtout au niveau des jeux de combat, c'est difficile de passer d'un personnage à l'autre. J'aimerais une réaction dans le public. Bonjour. Qui es-tu? Bonjour. Je suis Sora54 sur Twitter. Oh, tu fais ta communication, c'est parfait. Allez tous vous abonner à Sora54. C'est un ordre. Et là-dessus, en fait, sur le traitement des boss dans d'autres jeux où justement on vient à prendre la main, il y a 2 exemples qui me reviennent en tête. Il y a Assassin's Creed et il y a l'univers Mario. Je vais commencer par l'univers Mario parce que c'est quand même un petit peu plus drôle à raconter, parce que souvenons-nous quand même pour la promotion des Jeux Olympiques, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, etc., avec cette vidéo de Bowser en train de faire de la danse artistique. Je pense que tout le monde a vu. C'est du comique de situation, ça. Voilà, exactement. Mais sinon, l'autre sujet, c'est Assassin's Creed qui, pendant des années, a développé tout un univers sur l'affrontement entre les assassins et les Templiers. Et notamment au début du 3, où on a vraiment l'impression d'incarner un assassin, alors qu'en fait non, on incarne clairement un Templier, etc. Et pareil pour Rogue, qui vient développer aussi un peu plus le passif des Templiers. Et il y a aussi un peu après c'est Assassin's Creed qui a un peu plus de mal, qui au niveau de la frontière entre ce que chacun pense vouloir faire pour le reste du monde, là-dessus justement et c'est pour ça que je voulais intervenir. Cette tension, il y a cette tension, oui. Mais c'est intéressant justement de ressortir l'exemple d'Assassin's Creed, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de boss dans Assassin's Creed? Il y a des antagonistes qui sont des cibles principales, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'ennemis particulièrement... Enfin, de toute manière, Assassin's Creed, si on se retrouve à affronter son ennemi sabre au clair à 1 contre 1 de face à face, c'est qu'a priori, on a raté un truc dans son approche. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de boss à ce niveau-là? Effectivement, c'est difficile. J'aimerais réagir d'ailleurs sur la question. On parlait d'infect. Moi, quand tu as dit infect, j'ai immédiatement pensé à Left 4 Dead. J'ai pensé au mode multijoueur de Left 4 Dead qui permet pas réellement de jouer des boss, mais qui permet en tout cas de jouer des ennemis spéciaux qui ont, sans être des boss, disons qu'il y a quand même cette contrainte, c'est-à-dire de resservir un ennemi avec un certain type de capacité spéciale qui serait difficile à mettre en place. Enfin, ce serait difficile d'imaginer faire toute la campagne de Left 4 Dead avec simplement, par exemple, le boomer ou ce genre de truc, d'autant plus qu'il explose à la première balle, donc qu'est-ce que vous voulez, mais ce serait assez terrible. Mais pour le coup, il y a quand même cette idée de remettre le joueur dans cette perspective-là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres jeux qui ont tenté ce genre de choses et qui l'auraient tenté avec des boss. Pas forcément avec un boss, mais il y a le dernier Castlevania de en Mercury. 3D. Oui, de Mercury Steam, je crois que c'est ça. Je ne vais pas spoiler le jeu, mais... Trop tard, sur le concept, en tout cas. Désolé, public, je vais spoiler le jeu. Bouchez-vous les oreilles. À la fin du premier jeu, on apprend que le héros, je ne sais plus, c'est un des Belmont, est en fait Dracula, et dans le 2, on l'incarne, il est Dracula, en fait. Du coup, le grand défi, je pense, en tant que développeur, c'est de dire, on va laisser les joueurs jouer Dracula, on va justifier le fait qu'il n'est pas assez fort pour
pour détruire tout le monde, et en même temps, on va le rendre assez humain pour que les gens s'identifient à lui et puissent continuer, quoi. Ceci dit, justifier qu'un personnage n'est pas aussi fort qu'il est censé l'être, c'est un problème qui a été résolu depuis très longtemps. On pense par exemple à la série des jeux Metroid, où en gros le personnage qu'on va jouer est tout puissant, puis par un hasard malheureux se retrouve complètement à poil et va devoir récupérer ses capacités une par une. Donc God of War. God of War également. Ouais. Donc c'est une des limites du format en fait du jeu, je pense. Je veux dire, c'est carrément faisable. Si on peut le faire pour des personnages dont l'arc narratif se poursuit sur plus d'un épisode et sont censés conserver leur pouvoir d'un épisode à l'autre, mais doivent quand même retrouver un moyen de générer une progression d'une manière ou d'une autre, il y a toujours moyen de faire ça effectivement également avec le boss en disant pas de bol, mauvaise journée pour Bowser, il a glissé sur une peau de banane, du coup il a perdu son lance-flamme, enfin terrible. On peut le faire, mais c'est souvent critiqué en fait. C'est un point qui revient des fois dans certaines reviews. Est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est uniquement une justification narrative. Je pense pas que c'est important, mais c'est critiqué quand même. Disons que c'est le gimmick de la kryptonite, quoi. On a passé des heures sur un jeu à s'investir auprès d'un personnage, à le faire progresser, à progresser avec lui. Ouais. Et puis on arrive au début de l'épisode suivant et ben non, on remet tout à zéro. Et en plus, toujours avec souvent un événement qui apparaît gros comme ceci est l'événement qui va servir à rebooter le gameplay et à le remettre à zéro. Ce qui peut être très frustrant à force pour le joueur, qui en plus va lui donner l'impression de refaire sans arrêt la même chose d'un jeu à l'autre et de devoir redévelopper les mêmes capacités d'une fois sur l'autre. J'ai une petite expérience à ce niveau-là, c'est au niveau de la série de jeux Boktai. Enfin, c'est pas une série de jeux très connue, mais c'est une série de jeux qui a été développée conceptualisée par Hideo Kojima, dans lequel tu avais une cartouche, donc c'était un jeu GBA, qui recevait la lumière du soleil, et en fait tu incarnais un chasseur de vampires, et son arme était alimentée par la lumière du soleil, et tu exposais ta cartouche vraiment à la lumière du soleil en allant dehors pour recharger ton arme. Ce qui fait que c'était beaucoup plus facile de jouer le jour que la nuit, parce que tu pouvais jouer la nuit, mais tu pouvais pas utiliser ton arme, donc tu devais t'infiltrer, etc. Et au fur et à mesure du premier jeu, tu accumulais les différentes lentilles pour pouvoir récupérer la lumière et faire différents trucs avec, des sorts de terre, de foot, tout ça. Et au début du deuxième jeu, tu perds ton arme et tu vas pas refaire exactement la même chose que dans le premier jeu. Le gameplay change complètement, ils introduisent la magie, ils introduisent des points de compétence, et ça devient vraiment un RPG pur jus, et là ça m'a saoulé. Pourtant c'était une bonne solution à ce problème-là. Voilà, c'est tout. Tu récupérais le flingue vraiment à la fin, et t'étais bien content parce qu'il faisait très très mal, et voilà, ça faisait plaisir. Et d'une autre manière, dans la série de jeux The Witcher, on a 3 épisodes différents, avec à chaque fois un personnage qui va avoir toute une progression à faire dans ses compétences, mais où la façon de mettre... Alors déjà, les gameplays changent beaucoup d'un jeu sur l'autre, et la façon de mettre en scène ces compétences font que, quand on démarre The Witcher 3, on n'a pas l'impression de jouer à un Geralt qui serait redevenu un débutant. En fait, on a l'impression effectivement de jouer à un personnage qui a toutes ses compétences de sorceleur, mais qui a un nouveau palier de capacité à développer. Et pourtant, en termes de gameplay, ça repart à peu près de zéro. On revient sur un panel de mouvements de base qu'on va réétoffer, mais c'est présenté de manière suffisamment différente pour qu'on n'ait pas l'impression de revenir et qu'il n'y ait pas cette espèce de rétrocession des pouvoirs qui obligerait à refaire sa progression de notre côté. Alors pourtant, on redémarre niveau 1 dans chaque jeu. Mais on n'a pas l'impression d'avoir perdu réellement. On a tous quelque chose de plus à apprendre dans la vie, peu importe son expérience. Voilà, et puis il y a la présentation aussi, la façon dont les personnages sont mis en scène, qui font qu'on démarre à chaque fois les opus suivants en ayant vraiment le sentiment d'avoir un personnage qui, ne serait-ce que dans son tempérament et dans la manière dont il est présenté, a gardé quelque chose de ce qu'il a fait auparavant. J'aimerais qu'on évoque une dernière forme de boss avant de passer à vos boss préférés. Une dernière forme de boss, et ce boss-là, c'est toi. Le boss, c'est ton personnage. Ça va être une version enchantée de ton personnage, ça va être un fantôme qui représente l'avatar qu'on a joué. On a ça avec Dark Link, on a ça dans d'autres séries, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais... Les fantômes dans Mario Kart. Les fantômes dans Mario Kart, c'est moi, je passe beaucoup de temps sur le mode contre-la-montre, personnellement. Ouais, alors après, classer ça en tant que boss, je reste dubitatif. Oui, disons, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux. Mais... On a cette figure-là. On est un petit peu également dans le même problème de comment est-ce qu'on recontextualise un personnage, alors dans le problème d'adapter un boss en tant que personnage jouable, dans le même contexte de comment est-ce qu'on recontextualise un personnage dont on connaît les capacités qui sont peut-être un peu trop puissantes par rapport au reste du jeu, parce que ton personnage est censé battre le reste du jeu, donc ton personnage d'une certaine manière est censé être plus puissant, en tout cas en termes de potentiel. Là aussi, comment est-ce qu'on... J'ai le terme anglais qui serait reframe, mais comment est-ce qu'on redonne un cadre
au personnage jouable en disant bon, ça va également être un boss, il va également répéter certaines capacités. Parce que moi, ce que je vois dans ce genre de jeu-là, c'est simplement un personnage qui me ressemble, qui a à peu près mes capacités, qui tourne en rond et qui fait un peu n'importe quoi. Et qui est dangereux, c'est clair, parce qu'il a effectivement des armes qui sont assez puissantes, mais en tant que tel, qui va représenter un danger assez limité à cause du fait que, bah oui, c'est le personnage jouable, mais c'est clairement pas un personnage joueur. Et là, tout le monde est con. C'est une sacrée question. C'est pour moi lié à l'intelligence artificielle, en fait, et de comment on va exploiter les mécaniques qu'on a données aux joueurs et comment on va les faire exploiter en fait par une IA. Parce que et de rendre ça le joueur va directement se comparer à l'IA. Le joueur va exactement savoir qu'est-ce que pourrait faire le personnage, vu que c'est son personnage, et se dire ah oui, mais alors pourquoi il fait pas... Enfin... Oui, c'est le cas typique dans les jeux de combat quand tu te retrouves à jouer une intelligence artificielle avec ton perso préféré. Et, voilà, c'est encore pire quand tu mets deux intelligences artificielles face à face, tu regardes le truc, tu fais... Oui, bon, je préfère J'ai encore du chemin. Ouais, c'est ça. Donc, je vais aller jouer à Animal Crossing. Ça met vachement en valeur en fait les limites, même les limites qu'on a en termes de développement d'IA, parce que les IA vont se comporter à base de patterns en fait finalement, vont avoir des schémas d'attaque assez prévisibles qui vont se répéter et tout, alors qu'un joueur peut être un peu plus imprévisible. Et je pense que la distinction se fait encore plus dans ce genre de phase. Après, ça dépend effectivement. Si on est sur du boss à pattern pur, où là, effectivement, les patterns deviennent assez faciles à identifier et donc à déconstruire et à contrer, ou si on est dans de l'IA réactive. Alors, je vais citer pour la 3e fois The Witcher, donc c'est la dernière fois. On joue en 3 temps. Witcher 3 Après Geralt apparaît derrière toi. Voilà. Faut le dire dans un miroir. Non, c'est la règle des 3 temps. J'ai pas le droit de citer le même jeu plus de 3 fois. Donc, c'est pas The Witcher 3, là, c'est dans The Witcher 2. Il y a l'ennemi qui est Leto, qui est vraiment l'antagoniste fort du jeu, et qui n'est même pas le boss de fin en réalité. Mais qui est un ennemi basé sur une IA réactive qui fait que quoi qu'on tente de faire, de toute manière, il a la parade. Parce que si on essaie d'attaquer, il va penser à parer au bon moment. Si on reste en retrait, il va balancer une bombe. Si on l'ouvre un petit peu, il va attaquer, etc. Et qui est du coup pas forcément beaucoup plus puissant en termes de stats. Parce que pour le coup, ils n'ont pas fait simplement le double maléfique, mais ils ont fait un personnage qui est, on va dire, la contrepartie en termes d'antagoniste du héros. Mais ils lui ont donné un comportement qui fait qu'il est particulièrement difficile à combattre parce que, bah oui, il est intelligent. Et parfois, ça arrive avec le Dark Link dans certains des Zelda qui est conçu de manière à répliquer en fonction de ce que va faire le joueur. Pensez à faire un saut en arrière au moment où on attaque, pensez à faire un saut de côté si on fait un espèce de gros saut d'attaque, etc. Et qui fait que si on y va de manière un peu brutale, bah, c'est lui qui anticipe vos mouvements, et pas le contraire, justement. Et du coup, aussi, on rentre sur la question des problématiques d'IA et du fait que pour avoir travaillé sur l'IA, avoir des collègues qui donc font de la recherche en intelligence artificielle, faire des IA absolument imbattables pour un jeu vidéo, c'est très, très facile en réalité. Le problème, c'est que... c'est le meilleur il faut le meilleur joueur d'échecs du monde, en fait. C'est simplement ça. On a déjà, l'intelligence artificielle a déjà fait le meilleur joueur d'échecs du monde, a même maintenant a priori fait le meilleur joueur de Go du monde ou pas loin. Donc faire une IA à peu près imbattable, c'est finalement la première étape. Elle n'est pas si difficile. Il faut réussir, plus que faire une IA parfaite, à faire un challenge en termes de level design finalement qui soit intéressant pour le joueur. Et c'est là où l'équilibre est beaucoup plus dur à trouver parce que réussir à trouver le bon point entre la difficulté, la crédibilité de l'adversaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de jeux où finalement les opposants même standard donnent l'impression d'être bêtes comme des balais parce que si on les faisait intelligents, le joueur n'aurait aucune chance. Et c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'on peut prendre un exemple que tout le monde peut se représenter très facilement dans la tête, c'est celui de Pong. Si on a un joueur adverse contrôlé par l'ordinateur qui suit exactement la balle vraiment au pixel près, personne ne va jamais gagner. Oui. Donc c'est exactement ce problème-là. Très bien. J'en ai un peu terminé en tout cas avec mes questions sur vraiment la question d'utilité, la question d'intérêt des différents boss. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Sinon, on peut glisser dans je ne peux pas dire dans la deuxième partie, mais simplement dans une fin d'émission qui sera un petit peu plus consacrée à un aspect plus préférentiel, les boss dont vous vous souvenez, les boss que vous aimez. On va se glisser là-dessus, si vous le voulez bien. Allez. Et tout d'abord, sur une question vraiment purement de contexte, je rappelle qu'on est donc dans une exposition et qu'il y a différentes œuvres d'art autour de nous. Quels sont les boss qui, on va dire en termes symboliques, visuels, musicaux, d'ambiance, de situation, vous ont le plus marqué? Je vois Asmar me regarder de l'autre côté de la table. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, clairement. Ouais, clairement. Si c'est des boss.
Ben, ouais, moi, je les Battez-vous. considère comme tels. À part la petite cinématique qui vient quand ils entrent en scène et que le jeu te dit voilà, il est là, maintenant, c'est à toi d'y aller. C'est ça. Après, l'interface est très épurée, tu y vas avec ton cheval et c'est à toi vraiment de faire en sorte de bien t'accrocher, de pas tomber. Voilà, c'est très épuré, c'est très impressionnant en même temps puisque les boss sont gigantesques et tu t'en souviens dans la mesure où comme on disait, c'est quasiment des niveaux à eux tout seuls. Et c'est une formule qui a été souvent imitée, God of War, Castlevania, mais qui n'a jamais été égalée. Et voilà, c'est d'excellents boss, je trouve. D'accord. D'autres. Tu avais fait 4 épisodes de Boss Tribune que les gens peuvent retrouver d'ailleurs sur Tout à fait. la chaîne Sur- YouTube de Radio tout à Kawa, fait. sur radiokawa.com. Effectivement. L'autopromo corporate. Parmi ceux-là, d'ailleurs, il n'y en a aucun que tu veux retenir parce que je t'ai entendu souvent soulever la question du Great Mighty Pooh dans. Ah oui, Bunker. le Great Mighty Pooh, je l'avais pris en exemple pour tout simplement dire qu'il y a des boss dont on se souvient parce que ils sont impressionnants d'un Là, c'est point beaucoup de vue. plus l'ambiance que le gameplay, Voilà, d'un point de justement. vue scénaristique. Et il y en a d'autres où tu t'en souviens pas parce qu'ils sont importants au point de vue scénaristique. D'ailleurs, le Great Mighty Pooh n'a aucune incidence sur le scénario. Il cherche pas à conquérir le monde ou quoi que ce soit. Il cherche à se laisser tranquille. mais il a un thème, il a une présentation, il a une chanson. Et voilà, tu t'en souviens. Et après, pour ce qui est du reste, c'est simplement un gameplay, comme tu disais, à la Nintendo où tu dois faire 3 fois la même chose. Mais tu t'en souviens, quoi, parce qu'il a une personnalité, il a une. Voilà. Frédéric, boss qui t'a marqué en termes d'ambiance. Moi, j'en ai 2 qui m'ont marqué. Le premier, ça va être. Alors, je vais dire les noms des jeux à la française. Hein. Oui. Je vous annonce direct. Oui. Metal Gear Solid 3. Oui, tout va bien. The End. Du coup, le vieux papy en chaise roulante avec Oui. le fusil sniper. Voilà. Moi, C'était un de mes autres choix. Parce que les gens ont tendance à dire The Boss, forcément, puisque c'est l'un des boss les plus marrants. Mais The End est très. The Boss, le combat contre The Boss est excellent, mais The End, c'est la première fois, ou une des premières fois, où le joueur a l'impression de goûter à sa propre médecine, en fait. On est contre un adversaire qui va se cacher, qui va utiliser des tactiques d'infiltration contre soi, et du coup, dans la série, même techniquement, c'était assez compliqué à faire, je pense, mais dans la série, c'est assez inédit, finalement, à part certains combats. Et je trouvais que c'était excellent, et l'immersion était parfaite. Et c'est un boss que tu peux appréhender de plusieurs manières Oui, en différentes. Tu peux le tuer très tôt dans le jeu si tu es assez rapide. Tu peux attendre qu'il meure de vieillesse en trafiquant un petit peu l'horloge. Tu peux jouer à je te snipe, tu me snipes. Tu peux le prendre. Tu peux essayer d'arriver derrière lui pour lui faire du CQC. Enfin, il y a différentes manières d'appréhender le boss et ça aussi c'est très cool. Exactement, et ça fait c'est une des marques de fabrique de la série. Les boss sont plutôt faits de façon systémique, c'est-à-dire qu'ils vont répondre aux mêmes règles que les IA qu'on va rencontrer finalement. Si on prend The End, je peux le détecter grâce à mon détecteur de chaleur. Si tu la récupères avant. Si je les récupère avant. Parce que moi j'avais pas. Il va être sensible aux armes de la même façon que les autres ennemis, il va être sensible aux pièges. Je peux utiliser les jumelles pour le repérer, tout ça. Il va utiliser une arme que je peux récupérer après. Le char, c'était pareil dans le premier Metal Gear. Je peux utiliser des mines, des lance-roquettes, des grenades. Voilà, j'ai plusieurs options, plusieurs outils, je peux m'en servir, c'est à moi de trouver la solution pour l'affronter. Et j'ai trouvé ça génial. Le deuxième boss qui m'a marqué, parce qu'il cassait un peu les règles du jeu à l'époque, c'était le Nemesis dans Resident Evil 3. Du coup, qui est un boss qui ressemble vachement au boss des 2 derniers jeux. Donc le tyran, c'est le gros mec en manteau avec des griffes et tout, et qui te poursuit sur la phase finale que tu vas combattre. Et du coup, dans le 3, ils ont utilisé ce même archétype d'ennemi, mais du coup, il faut intervenir de façon un peu surprenante. C'est pas forcément à la fin d'une étape, mais il peut apparaître... on a l'impression que c'est n'importe quand, mais c'est scripté, mais il va apparaître au bout de 10 minutes, va te tomber dessus, va essayer de te poursuivre et tout. Et moi, il m'avait marqué parce qu'il a un côté assez implacable, il coûte trop de munitions, enfin, pour s'en débarrasser, il faut dépenser trop de munitions et tout. Et du coup, il participait vraiment bien à l'ambiance. Je suis pourchassé, j'ai un Terminator aux fesses. Et je dois m'en sortir, quoi. Très bien. Maintenant, Lazare. Moi, j'en aurais 2 aussi en termes d'ambiance et d'approche. Donc, le plus ancien, c'est Kefka dans Final Fantasy VI, donc qui est le boss final du jeu et qui, d'une part, est amené et présenté à travers toute la durée du jeu. Parce que Qui intervient dès le départ, c'est ce que je voulais dire. Il intervient très tôt dans le jeu, souvent à travers des cutscenes.
Et puis, il s'avère que ce sera le grand méchant ultime à affronter à la fin. Et en plus, du coup, le combat est mis en scène avec un morceau de musique qui lui est dédié et que je trouve en plus magnifique. Et c'est un combat en plusieurs phases, très travaillé, où on se retrouve à enfreindre un petit peu les règles. Alors, voilà, contrairement à certains jeux comme les Metal Gear, justement, il n'est pas complètement systémique. On va redéfinir un peu les règles parce que c'est le seul combat où on aligne finalement ces 12 ou 16 personnages et où à chaque phase, ceux qui sont KO sont remplacés par les suivants dans la liste. Ce qui fait qu'on a comme ça un turnover dans son équipe qui renforce encore la pression. Et du coup, voilà, en termes de mise en scène et de présentation, il m'avait beaucoup marqué. Et un autre un peu plus récent, même s'il n'est pas tout nouveau maintenant, c'était le Bojack dans Borderlands 2, qui est pas hyper marquant en tant que boss, mais plus en termes d'antagoniste. Parce que pour le coup, passer à peu près un tiers ou la moitié du jeu, ma motivation pour finir le jeu, c'était d'aller retrouver ce mec-là et de lui en coller une. Et ce personnage-là est donc présent de manière récurrente dans le jeu parce qu'il utilise le comlink du joueur pour venir lui parler, lui balancer des petites piques, des remarques, des critiques, des mauvaises blagues, etc. Il est cynique, sadique, détestable à tous les niveaux. Il va faire toutes les choses, toutes les crasses qu'il va pouvoir faire pendant tout le long du jeu, à tel point que vraiment la détestation qu'on a pour ce personnage-là devient un moteur en soi pour le joueur et qu'on a juste envie d'aller le voir et de lui mettre de claques et de lui enlever son masque et de lui casser la gueule. De lui casser la gueule parce qu'il est insupportable à tous les niveaux. Et ça devient... Du coup, je trouve que là-dessus, Borderlands 2 avait vraiment réussi quelque chose de très fort d'avoir fait ce personnage-là qui vraiment est puissant, construit et puissant en termes de mise en scène, quoi. Ce qui est clair qu'en termes de boss, c'est pas forcément construit de la meilleure des manières. Enfin, je veux dire, on apparaît devant le boss, on l'a pas vraiment croisé auparavant. Oh bah d'accord, c'est toi, je vais trouver ton point faible, etc. Et ça coupe la boucle. Avant de poser ma dernière question, je rappelle juste au public, on a jusqu'à 16h maximum ici. Donc n'hésitez pas à réfléchir à des questions que vous aimeriez poser à notre panel d'invités. Je rappelle que Asmar est artiste, je rappelle que Frédéric est game designer et je rappelle que Guilain enseigne. Donc n'hésitez vraiment pas à y réfléchir parce que juste après ça, ce sera vraiment une section questions-réponses si vous en avez des questions et ensuite on pliera l'émission. Donc dernière question de ma part, dernière question sur mon conducteur, sur mon petit écran que j'ai devant les yeux. Du coup, quels sont vos boss préférés en ce qui concerne vraiment purement leur gameplay, ce qu'il faut faire pour les battre? J'avais parlé de The End, je pense que je vais rester là-dessus. Il est vraiment excellent. J'avais même prévu de faire un numéro de Boss Tribune le concernant. Peut-être que ça viendra. Qui sait. Sinon, l'entièreté des boss de Undertale, je pense, m'a vraiment marqué. C'était un de mes jeux de l'année précédente et ils sont tous excellents, surtout Flowey, évidemment, qui est à la fois insupportable, mais qui en plus a un gameplay quand on l'affronte qui est brillant, qui rappelle un petit peu les petites boutades que nous faisait Hideo Kojima à travers le gameplay avec Psycho Mantis. Il y a des petites choses comme ça. Et voilà. Très bien. Undertale pour Asmar, pour Frédéric. Moi, je pense que j'avais un... The End aussi en termes de gameplay m'intéresse, mais du coup je vais en citer un autre. J'ai la chance. Moi, je suis assez fan de Dark Souls. Et putain, comment il s'appelle? C'est les deux chevaliers qu'on rencontre dans la cathédrale. Voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux répéter dans le micro du coup? C'est Ornstein et Smaug, c'est ça? C'est ça. Merci. Qui sont infernales. Et c'est une de mes phases préférées parce que c'est vraiment l'apogée du test gameplay que tu peux avoir dans Dark Souls. J'ai dû passer 2 heures dessus en termes de jeu mis bout à bout et voilà, ça m'avait marqué à l'époque. Surtout, j'étais hyper content de moi après avoir réussi. Et enfin, Lazare. Alors moi déjà, je déteste les boss de Dark Souls. Je les déteste tous. Non seulement parce qu'ils sont difficiles à passer, mais parce qu'en plus, en général, la première fois qu'on arrive face à un boss, n'importe lequel, on arrive, et 1, 2, 3 secondes, on est mort. C'est-à-dire on va avoir 5 retries différents, ne serait-ce que pour réussir à survivre assez longtemps, pour commencer à comprendre à peu près comment le boss fonctionne. Et autant j'aime beaucoup Dark Souls en termes de fonctionnement, autant je trouve que sur les boss, ils sont allés un petit peu trop loin sur le côté. Bonjour, t'es mort.
Au revoir. Du coup, je pensais d'un côté à Psychomantis dans les Metal Gear parce que c'est le boss méta par excellence, celui où il faut changer son port manette, etc. et complètement sortir du contexte du jeu. Réfléchir out of the box pour donc réfléchir hors de la boîte pour nos amis francophones qui nous écoutent. La gaming française est en train de trembler quelque part à Paris, je les sens déjà. Pas que à cause du vieillage. Et donc on... Oh non. Désolé. Non. J'ai pas pu Excuse-nous, vraiment. Non, mais je sais qu'ils pardonneront tout. Voilà, Psychomantis, parce qu'effectivement, il oblige à sortir de ses modes de pensée habituels pour trouver la solution. Et puis sinon, GLaDOS et Whitley, donc dans Portal et sa suite, parce que je trouve que ce sont des boss qui sont bien construits, qui réussissent à créer une ambiance, une pression qui reste systémique parce que pour le coup, on continue à fonctionner avec les mêmes mécaniques, avec les mêmes principes et qui en plus nécessite d'avoir fait attention à ce qui se passait avant dans le jeu, de réfléchir un petit peu, de se remuer les méninges, pas simplement par rapport à ce qu'on a sous la main, mais aussi à toutes les informations, tous les éléments qu'on a récupérés pour créer une solution qui n'est pas forcément hyper évidente au départ. Alors, je ne dis pas non plus que c'est ultra dur. Dans Portal 2, les challenges multijoueurs sont parfois plus remue-ménage que Whitley lui-même. Mais voilà, il y a quelque chose dans leur construction, dans leur manière d'être, dont sont faits les affrontements, qui font que, pour moi, ils restent des boss vraiment emblématiques. Public au mon public, si tu as des questions, lève la main. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Monique, je vous en prie, merci beaucoup. Bonjour, qui es-tu ? Bonjour, alors moi c'est Bruno. Enchanté. J'ai deux questions, deux thèmes que je voudrais aborder. Le premier, c'est est-ce que un méchant charismatique est aussi important dans le jeu vidéo que par exemple dans le cinéma ? Et est-ce que ça fait aussi le succès du jeu ? Et une question qui est aussi liée derrière, c'est la camaraderie entre le héros et le méchant. Et notamment, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux où on a le choix entre tuer le méchant ou le sauver ? Et par la suite, ce méchant peut devenir un allié, etc. Bon, il y a plein d'exemples. Whitley, GLaDOS, dans Witcher, Leto de méchant devient allié dans le suivant. Metro Last Light, avec Pavel, etc. Donc voilà, c'est les sujets dont je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Très bien. Et qui veut s'en saisir ? Donc le charisme, pour commencer ? Charisme des méchants. Disons que moi, sur les deux points, je pourrais dire que là, c'est plus forcément effectivement des concepts liés aux jeux vidéo à part, mais plus à la narration, qui font que pour mettre un héros en exergue, ça reste quand même une solution très efficace que de lui mettre une opposition qui soit forte, qui soit impressionnante, parce que c'est à travers ça qu'on va réussir à grandir les actes du héros. Parce que sinon, Link qui se sert de sa grande épée magique pour tuer des lapins, ça... Ou des poules. Ou des poules. Ça irait pas très loin, même si on pourrait avoir une super poule géante un jour. Mais je veux pas dire de bêtises, mais elles sont pas mal grosses dans certains jeux, celles qui apparaissent quand on maltraite elles sont invulnérables, en plus. Un animal. Oui. Alors c'est terrible. Mais du coup, voilà, le fait d'avoir un antagoniste fort, forcément, va faciliter la mise en valeur des actes du héros, vu que c'est grâce à... C'est ce qui va être la mesure étalon de la grandeur de ce qu'il va accomplir. Et après, le gimmick, pour ainsi dire, du méchant, pas forcément si méchant, qu'on va peut-être pouvoir sauver, qui va pouvoir devenir gentil. On a vu ça beaucoup dans Dragon Ball aussi, par exemple. C'est aussi finalement un aspect narratif qui est le fait de pas simplement mettre le héros face à un méchant, parce qu'un méchant, il est maléfique, on s'en débarrasse, au revoir, mais de créer vraiment un antagoniste qui est très similaire et qui sert de miroir déformant un peu au personnage principal et qui donc va mettre en exergue ses points forts, ses points faibles, ses propres défauts et qui du coup, va servir de miroir aux joueurs. On parlait du double maléfique finalement comme boss, comme figure de boss assez typique. C'est un peu cet aspect-là de se dire que finalement le plus gros challenge que puisse avoir un personnage dans une histoire initiatique, c'est finalement de s'affronter soi-même. Et c'est à ça que servent ces antagonistes-là qui sont
en général assez marquant pour ça. Je pense que de base, un méchant a plus de chances d'avoir un impact, un bon méchant en jeu vidéo qu'en cinéma, même si le jeu vidéo souffre beaucoup de la comparaison avec le cinéma de manière générale, parce que il y a l'interaction avec le joueur, tout simplement. Donc les actions du personnage que tu affrontes vont directement t'affecter toi en tant que joueur. Voilà, je reviens sur Portal. GLaDOS, non seulement c'est un personnage important avec qui tu vas t'allier dans la suite, mais on glisse vers la deuxième question. Voilà. Mais dans le premier jeu, c'est le seul personnage que tu vois, puisque toi, tu n'es que 2 bras, 2 jambes. Enfin, en utilisant habilement tes portails, tu peux te regarder, mais disons que le seul personnage qui soit vraiment exploité au niveau de sa personnalité, qui est de la profondeur, c'est GLaDOS. C'est le personnage qui parle, c'est celui que tu vois à la fin, et voilà. C'est intéressant que tu prennes en exemple la série des Portals, parce qu'on a exactement, je veux dire, le résumé des 2 questions qui ont été posées tout à l'heure, qui se sont concentrées avec à la fois justement cette méchante charismatique, cette boss charismatique, Hélène McClain, GLaDOS, qui est jouée par Hélène McClain, qui jouait également l'annonceur, donc l'arbitre dans Team Fortress 2 dans la version américaine, dans la version anglophone, et qui dans Portal 2 va devenir ce personnage d'abord antagoniste, puis ensuite, spoiler, va vous rejoindre à peu près à la moitié de l'aventure. Donc on est complètement justement dans ce compagnonnage, on peut pas parler de ça différemment, qui est beaucoup plus joué comme un ressort comique qu'autre chose, comme un ressort comique et comme un ressort scénaristique, que réellement un intérêt au niveau du gameplay, parce que la seule chose qui change concrètement, c'est d'avoir une patate ajoutée à son portal gun. Une patate sarcastique. Qui, voilà, après le sarcasme ajoute beaucoup de choses au jeu, mais pas forcément en termes de gameplay. Est-ce que vous avez des exemples de compagnonnage héros, anti-héros? J'en ai aucun qui me vient là. Pareil en fait. Boss. Moi, les seuls jeux qui me viennent en tête, c'est les jeux de sport inspirés de licences qui vont reprendre tout le casting d'une série, que ce soit des jeux Mario, des jeux Sonic ou d'autres licences encore. Donc, au-delà de ça, effectivement, j'ai pas beaucoup de dans Sonic, on avait Sonic et Knuckles. Sonic et Knuckles, qui est effectivement un antagoniste qui va nous rejoindre. Oui, c'est vrai, tout à fait vrai. Moi, je penserais aussi à l'effet inverse, notamment dans certains Shin Megami Tensei, où il y a les alliés qui finissent par se retourner contre le joueur, ou le joueur qui se retourne contre ses alliés. On peut voir ça des 2 côtés. Et qui, du coup, recrée aussi une dynamique d'affrontement avec tension, parce qu'on a affaire à des personnes avec qui on a partagé des choses, avec qui on a partagé souvent des points de vue, et qui, parfois, pour des questions d'idéaux ou de façon d'envisager le monde, vont se retrouver dans le camp d'en face. Si, en plus, j'avais un exemple, je suis con. Je reviens sur les jeux Boktai. T'as un ennemi qui est en fait ton frère, tu l'apprends à la fin du premier jeu, qui utilise à peu près la même arme que toi, et dans le deuxième épisode, lors d'un combat de boss, il vient s'allier à toi, et là il utilise ses pouvoirs pour t'aider, et c'est assez sympa de voir ce boss qui t'a vraiment donné la dure, parce que tu le combats vraiment, hein, c'est pas juste un antagoniste que tu croises, voilà. Tu le combats vraiment dans les 2 jeux, et là pour ce combat là il te rejoint, et il utilise ses compétences pour battre ce boss, qui est d'ailleurs insupportable. D'ailleurs tu peux choisir soit de battre le boss, soit de le rejoindre, et dans ce cas là le jeu est fini. Il y a une musique très triste qui s'enclenche, voilà. Mais des fois t'es vraiment tenté de mettre d'accord, je vais te rejoindre parce que j'en ai marre de t'affronter. il faut juste que je le cite parce que je viens de me revenir en tête. Vas-y. Et il est qualifiable comme boss. Vous avez peut-être joué à Rayman 2, vous avez peut-être joué dans la part des mauvais rêves de Rayman 2, et en gros Rayman a une possibilité, c'est-à-dire il se retrouve à plus ou moins battre un boss qui est le gardien des cauchemars, pour faire simple, et ce gardien lui dit: écoute, il y a 2 possibilités, soit je te laisse faire ce que tu veux, soit tu gagnes toute cette richesse, tout mon trésor qui est caché dans ces caves. Et le joueur a le choix de dire: ouais, effectivement, j'ai juste amassé le trésor et ne pas sauver le monde. Et le jeu se termine sur un espèce de game over extrêmement malaisant, avec une musique complètement perturbante, et Rayman qui n'a pas sauvé le monde mais qui est sur son tas d'argent et qui est devenu gros. Donc comment dire, c'est évidemment l'humour français d'Ubisoft Montpellier, mais je sais pas, ça me rappelle également, ça allait un petit peu dans la direction de ce que tu évoquais, donc c'est pour ça que j'ai tenu à le dire. Très ok, bien. J'ai vu d'autres mains se lever tout à l'heure, je vois les mains se lever de nouveau, il y a 3 mains qui se lèvent, on va faire les personnes une par une. Écoute, Monique, c'est toi qui choisis, c'est ton jour de chance, vas-y. On commence. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Présente-toi, juste un mot.
Juste un mot, Yumiya. Donc Yumiya, bienvenue. Merci. Ta question à notre panel. Alors, la question au panel, c'est que pour le coup, là, bon, je suis arrivée il y a peu de temps, j'avoue, mais bon, j'ai entendu parler de Undertale. Ah, Tout à fait. Ça m'a fait plaisir parce que bon, c'est même si je suis arrivée il y a peu de temps, c'est un des jeux indépendants qui m'a marqué le plus. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec côté flowy, sound, c'est toute l'histoire qui m'a tiré une larme. Mais pour le coup, voilà, je voulais savoir en termes de jeux, vous avez beaucoup parlé de ce qu'on appelle des AAA. Pour beaucoup qui sont connus, qui ont une bonne com autour. Mais dans les jeux indépendants, à part Undertale, justement, y a-t-il un autre jeu avec des antagonistes qui vous ont marqué, qui vous ont fait peur, qui vous ont fait pleurer, qui vous ont... Bah effectivement, t'es arrivé un peu tard. Au début de l'émission, j'avais parlé... Ah, désolé. Je te blâme pas, mais voilà, j'avais cité aussi Shovel Knight. Je sais pas si tu as joué à Shovel Knight. Non seulement il y a d'excellents boss, non seulement il y a des antagonistes dont tu te souviens, comme le Black Knight, qui revient plusieurs fois dans la partie, mais en plus, il y a eu une extension qui s'appelle Plague of Shadow, dans laquelle tu peux commencer à refaire toute l'aventure du premier Shovel Knight, mais en jouant le boss Plague Knight. Sachant qu'il y a encore 2 autres extensions qui vont sortir, où tu vas pouvoir jouer, je crois, le chevalier. J'allais dire Proper Knight, mais je me trompe peut-être. King Knight. Alors celui-là, je suis très excité. Le roi chevalier. Le concept en lui-même est fantastique. C'est le boss le plus faible de Shovel Knight et j'ai très hâte qu'on puisse le jouer. D'ailleurs, la fin de Shovel Knight, il y a un twist assez sympa. Oui, également. Et il y a un boss rush. Oui, il y a également un boss très rush. important, le boss rush. Mais du coup, oui. Braid, moi, m'a vachement marqué. Oui. Braid, et si j'allais répondre à la question que je vous avais posée tout à l'heure sur vraiment en termes d'ambiance, en termes de situation, le boss qui est le chevalier à la fin de Braid est super intéressant. Tout à fait. Mais toute la séquence. Toute la séquence, voilà, ça participe de ça forcément, mais c'est une subversion extrêmement intéressante de ce que peut être un boss de jeu vidéo, et c'est d'ailleurs totalement dans la continuité de ce qu'on avait évoqué avec Undertale. Très bien, juste à côté de toi, je crois que quelqu'un d'autre voulait poser une question, si c'est bien le cas, donc voilà, tu as le micro en main, s'il te plaît, présente-toi. Bonjour Mathieu. Mathieu, enchanté. Ta question. C'est juste, je voudrais savoir, pour vous, est-ce qu'une mort d'un boss doit-elle être spectaculaire ? Ah, l'explosion, le lens flare, peut-être même dans les cas des jeux les plus violents, le sang qui coule dans tous les sens. Ah bah, ça peut aider, c'est sûr. Après, parce qu'on peut penser à Bayonetta pour le coup, hein, les boss qui périssent de manière assez... God of War, tout ça. Après, c'est pas plus mal aussi de faire moins, less is more, comme on dit en anglais. Tu parlais de Rayman, moi j'ai envie de parler de Rayman 3. Le boss de fin de Rayman 3, c'est pas le mec qui se fait donner des pouvoirs par André, c'est André. À la fin, il y a une séquence de gameplay où tu as André qui est tout seul, qui te taunte, tout ça. Oui. Et tout ce que tu dois faire, c'est ce que tu fais depuis le début du jeu pour ramasser un lump noir. Ceci dit, tu lui fais une grimace. Et voilà, et c'est exactement comme ça que tu le vas. C'est vrai. Et c'est très sympa, je trouve. Ceci dit, la façon dont je le vois, alors effectivement, en termes vraiment... Une fois que tu acceptes, entre guillemets, les règles du jeu, que tu intègres le fait qu'effectivement c'est pour battre l'ennemi que tu fais cette action-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Reste que ce genre de choses-là, ça me rappelle certains jeux Mario en 3D où tu bats le boss, il ne reste plus que l'étoile à capturer en sautant dessus. Techniquement, tu n'as plus aucun antagoniste, tu as fini le jeu. Il y a juste toi et l'étoile, il faut attraper l'étoile. À mon avis, c'est à peu près le même genre de choses. C'est juste que c'est présenté différemment et c'est présenté avec encore un antagoniste. Comme c'est un antagoniste, du coup, mais il peut rien faire. C'est sympa. Quoi. Et en soi, il est inoffensif. En soi, tu as battu le boss. Tout à fait. Tu dois juste cocher la case que tu as déjà. Voilà. Comme à la fin de Metal Gear Solid 3, où quand tu as battu The Boss, c'est que tu dois donner le dernier coup de feu et c'est très triste. C'est triste, mais après, si tu as passé 1 heure à te faire éclater la face. Oui, c'est sûr. Tu réfléchis pas, quoi. Eh ben, je vois que Magou a récupéré le micro. Salut. Coucou Magou. Salut. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va très bien. J'ai une petite question purement esthétique, tout simplement parce qu'on est dans une galerie d'art, là, aujourd'hui. Oui. Hein, mine de rien. Vous avez parlé tout à l'heure des boss que vous aimiez, mais je suppose que c'était des boss que vous aimiez jouer. J'aimerais avoir votre point de vue sur les boss qui claquent le plus visuellement. Vraiment esthétiquement. Pour vous, esthétiquement, ceux qui sont les plus beaux, en fait. Alors, évidemment, on peut toujours parler des boss de la Nintendo 64. On les trouvait super cool à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on va taper dans du Dark Souls ou autre, il y a des trucs très, très sympas. Pour vous, quel est votre boss qui claque le plus, quoi, qui est le plus beau ?
c'est chaud. J'avoue, j'ai pas de réponse à donner là du tac au tac. Je sais pas vous. Tu parlais de Dark Souls, le boss du 3. Parce que j'ai envie de dire les boss de Shadow of the Colossus encore, mais je vais me faire taper sur les doigts. on en arrive à la règle des 3. Là, on l'a largement dépassé, je pense. Le Seigneur des Cendres dans Dark Souls 3, t'as le cimetière des épées, enfin t'as toutes les armes et tout. Et t'as une genre d'éclipse ou une lune ou un soleil. Non, mais King Knight dans Shovel Knight est super stylé. J'aime beaucoup. Je vais épuiser un crédit Undertale en disant que finir le jeu en mode neutre est visuellement intéressant. Je dis pas que c'est esthétiquement beau, je dis que c'est visuellement intéressant et que ça constitue une grande source de surprise en faisant le jeu. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais, on en reparlera peut-être en antenne pour éviter de spoiler les gens. On a une autre question. Est-ce que monsieur a un micro avec lui? Oui, non, pas encore. Désolé. À moins que, en parenthèse, peut-être ne parle pas tout de suite dans le micro, mais juste, est-ce que vous aviez des exemples à donner tu as un exemple à donner, vu que tu n'as pas encore parlé? Moi, j'aurais cité finalement tous les boss de Super Metroid qui, à l'époque, m'avaient laissé une claque. Parce que prendre tout l'écran, voire plus. Voilà, c'est notamment celui qui est sur 2 écrans. Alors, malheureusement, j'ai oublié son nom. Cred. Voilà. Cred, il me semble. Je crois. Oui, c'est ça. L'espèce de grosse grenouille qui se tient sur ses. Ouais. Voilà. Et effectivement, simplement, c'était à l'époque, en termes de dimension, en termes d'esthétique, je l'ai trouvé particulièrement marquant. Très bien. Dans le public, nous avons une autre question. Bonjour. Bonjour. Tu es? Je m'appelle Louis et donc merci. Du coup, la question c'était pour revenir un petit peu sur, ça avait été évoqué au tout début de l'émission sur la question de la personnification des boss, avec le fait qu'une séquence de gameplay pouvait être aussi un boss parce qu'elle est marquante et parce qu'elle est spécifique. Il y avait quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais joué à Halo 5. Bon, on repasse dans les AAA, désolé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le boss, finalement, il n'y a pas de boss dans ce Halo-là. Le boss, c'est qu'il y a un espèce de monstre, un des Prométhéens, qui est extrêmement dur à battre. On nous le met une première fois tout seul et on en chie déjà bien si on joue en légendaire. Et après, on nous le met 2 fois et ensuite on nous le met 3 fois. Et en fait, les moments de boss, c'est juste, il y a un monstre spécifique qui est assez difficile à battre. Et ben on va l'accumuler en termes de nombre et ça va constituer des moments de gameplay un peu spécifiques parce que c'est tellement difficile par rapport au reste de ce qu'on fait que du coup, ça amène à avoir des attitudes spécifiques. J'ai pensé à ça parce qu'il y a d'autres jeux où on fait beaucoup ça. Gears of War, parce que j'ai joué au 4 récemment, je trouvais que c'était un peu comme ça aussi. Et il y a aussi des jeux où les phases un peu spécifiques du gameplay, c'est juste une accumulation de petits ennemis qu'on a d'habitude pas de problème à battre, mais du coup il y en a énormément. Est-ce qu'on peut considérer que ce genre de séquence-là, on peut parler de boss? Est-ce que, parce que ça change et c'est vraiment un moment justement de tension dans le gameplay, mais est-ce que ça casse pas un peu du coup le côté personnification? Le boss c'est un ennemi particulier, un antagoniste. Est-ce qu'on est à une frontière là? Comment est-ce qu'on peut qualifier ces moments de gameplay? On n'était pas trop d'accord au début quand on a évoqué le sujet. Moi j'ai envie de te dire non, mais c'est mon avis. Pour moi un boss ça doit être une personnification parce que ça doit donner un sens narratif. Après, oui, en termes d'épreuve gameplay, c'est quelque chose qui va te poser des problèmes et tu vas essayer de le surmonter. Mais je pense qu'il y a plusieurs définitions. Voilà, moi j'aurais tendance à penser que oui, effectivement, dans la mesure où c'est un point de difficulté particulier dans le gameplay et où c'est aussi un point de tension narratif pour le joueur. Alors effectivement, il n'y a pas l'aspect personnification, mais il peut y avoir des événements, une mise en scène qui vont faire que, d'un point de vue narratif, ça va avoir une importance particulière. Et dans ce cas-là, oui, c'est un palier, c'est un cap. On retombe en fait dans tous les éléments d'un boss habituel, sauf que oui, on n'a pas l'image, l'avatar qui va aller avec, mais à la place, on va voir on affronte une IA, un ensemble étrange et éloigné, incorporel. C'est une autre façon de le présenter aussi. J'ajouterais que pour moi, ce que tu décris et ce dont on parle, c'est un climax. En fait, ça va être un climax narratif et gameplay. Mais l'idée de boss en elle-même, c'est d'avoir un antagoniste en fait, et de l'opposer au joueur. Du coup, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si on parle de boss pur, parce qu'il y a des grands méchants dans Halo, est-ce que tu les affrontes? Peut-être pas, mais pour moi, c'est indissociable en fait. On ne peut pas appeler ça un boss si c'est pas un grand méchant. C'est très intéressant parce que Asmar relevait la question de Rayman 3 un petit peu plus tôt, et je me souviens d'une autre séquence qui vient relativement tôt dans le jeu où Rayman va grimper sur des espèces d'énormes échasses qui va lui donner la possibilité d'écraser plein d'ennemis. Et cette avec des commentateurs sportifs. Avec des commentateurs sportifs type football avec un accent du Sud merveilleux. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que on se retrouve finalement à être soi-même le boss. On se retrouve soi-même à être le personnage extrêmement puissant avec des techniques, des capacités assez limitées mais assez puissante également, et on va devoir écraser un maximum d'ennemis, et c'est une phase de boss
Mais finalement, on est le boss dans C'est cette ça. phase. Et c'est un retournement de situation assez intéressant C'est là-dessus, je trouve. Donc là, on bat, comme Louis en soulevait la question tout à l'heure, on est face à une horde d'ennemis. On n'est pas réellement face à un boss, mais on pourrait presque se dire qu'on est le boss soi-même. C'est ça. Au bout de la pièce, bonjour. Moi, c'est Thomas. Thomas, bonjour. Ta question. Du coup, j'aimerais rebondir sur un peu toutes les questions qui ont été posées jusqu'ici, par exemple celle de Bruno, et vous demander si au final, ce qui pour vous rend un boss intéressant, c'est la narration, le scénario derrière, ou tout simplement le gameplay. J'aurais tendance à penser que, surtout sur les jeux AAA, la narration a tendance à ruiner le gameplay très souvent, malheureusement. Sur les JRPG aussi, ça le fait un peu. En tout cas, moi personnellement, hein, j'ai pas envie de m'attirer les foudres des fans de RPG. Le gameplay des JRPG, c'est pas vraiment ma tasse de thé, dans la mesure où il faut beaucoup farmer, il faut beaucoup perdre de temps à affronter plusieurs fois le même personnage pour finalement affronter un boss qui va avoir 9999 points de vie. On appelle ça un monolithe. Voilà, exactement. Ou un menhir. Je préfère les jeux dans lesquels tu as un gameplay qui te permet de vraiment affronter le boss avec tes capacités à toi. Et voilà, c'est parce que tu es bon que tu vas battre le boss. C'est pas parce que tu as passé 5 heures et plus sur le jeu, quoi. Très bien. Frédéric. Mais s'il y a un... Non, vas-y, plaisir. Non, c'était... Objection. Non, c'était juste un petit truc pour finir. Même s'il y a une dimension narrative, c'est d'autant mieux, bien sûr. Frédéric, Du coup, Vas-y, pour moi, vas-y, c'est un excuse-moi. peu des deux et ça va dépendre du genre de jeu auquel tu vas jouer, quoi. Si c'est on disait un gros AAA narratif, tu vas peut-être juste te contenter, prendre du plaisir à battre, à avoir une étape narrative et battre un petit ennemi ou même un ennemi un peu plus fort. Et du coup, ça suffira. Mais par contre, si tu joues à un jeu type arcade, tu vas peut-être t'attendre à un challenge gameplay plus fort et il va falloir que l'opposition en face soit là, quoi. Très bien. Lazare. Pour compléter, donc effectivement, en fonction de l'orientation et de la proposition du jeu, on va mettre l'accent davantage sur la narration ou sur le gameplay. Mais par principe, à partir du moment où on a un jeu vidéo, si le gameplay et la narration s'opposent, c'est à mon sens qu'il y a eu un problème dans la conception. On commence à avoir des conflits entre ce que le jeu essaie de te raconter et le système qu'il a mis en place pour fonctionner. C'est qu'on a un truc qui va pas bien, et donc pour moi un bon boss doit réussir à synthétiser les deux. Il doit justement mettre en exergue, enfin il doit créer la tension, créer l'implication du joueur sur l'affrontement et sur le challenge par la narration, mais il doit aussi faire en sorte que ce challenge, ce niveau de difficulté, donc qu'il soit assez élevé mais pas frustrant non plus, réussisse à valoriser le point de tension narratif qu'il représente. Et pour moi, quand c'est bien fait, les deux se mettent en écho et ça tourne bien. Quand c'est mal fait, effectivement, l'un des deux ne tient pas ou les deux s'opposent. Et on a un boss un peu ballot où on se dit « Ok, c'était dur, mais ça m'a rien apporté. » Ou alors « C'est cool, c'était l'ennemi qui devait détruire le monde et puis j'ai fait pouf et il est mort. » Ce qui arrive beaucoup dans les JRPG, par exemple, quand on arrive à trop haut niveau face à l'ennemi final et où... on met 2 claques, c'est terminé. Et puis, j'ai l'impression que mes collègues ont quelque chose contre les JRPG. Il faudra qu'on règle ça. Ah non, au contraire, j'aime beaucoup les JRPG. Je joue à beaucoup de JRPG, mais c'est vrai que parfois, même si ça a plutôt bien évolué, j'ai l'impression, sur des productions assez récentes. Par exemple, j'ai adoré Bravely Default. Là-dessus, en termes de boss et de construction. Je trouve que sur certains JRPG récents, les aspects farming qu'on pouvait trouver sur des plus anciens sont un peu résolus. Mais oui, ça faisait partie des défauts un peu emblématiques et embêtants du jeu, enfin de ce genre de jeu. D'accord. Mais au contraire, c'est parce que j'aime beaucoup les JRPG que j'ai tendance à être très critique quand j'en trouve des un peu moins bien. Voilà. Très bien. On a fait le tour de la question, je pense. Oui. Oui, tout le monde est... moi, Non, Guélin peut-être. Non, non, mais c'est pas vraiment sur cette question-là, c'est plus sur le point des boss emblématiques. En fait, tu auras le dernier mot. Voilà, un qui n'est pas connu du tout parce qu'il est lié à un MMORPG, donc où là, effectivement, en termes de farming, en plus, il y en a beaucoup. Donc un MMORPG gratuit qui s'appelle Allods Online, où pour les rares personnes qui sont allées jusqu'à la fin de la grosse instance de raid du jeu, alors depuis, il y a eu des mises à jour, donc il y en a peut-être qui ont été rajoutées. Il y a le boss final de l'instance de raid qui s'appelle Sarn, qui est un personnage psionique
et qui d'une part est un boss en phase, etc., mais qui en plus a comme particularité de pouvoir déphaser les joueurs du raid, ce qui fait que la première fois qu'on l'affronte, on a des gros problèmes de communication parce que une moitié du raid voit certaines choses, l'autre moitié voit des choses différentes. Il y a des ennemis qui n'apparaissent mais que seuls certains joueurs vont pouvoir voir et affronter, et du coup, en général, la première fois qu'on tombe dessus, c'est une catastrophe absolue parce que c'est allez, il faut aller taper sur machin, mais non, mais moi je le vois pas, mais non, mais il y a des trucs qui m'attaquent, mais qui ça ou ça. Et juste l'idée d'avoir fait cette espèce de segmentation au sein du raid qui fait que les joueurs ne voient pas la même chose et n'ont pas accès à la même partie du boss, j'avais trouvé que c'était assez brillant en termes de fonctionnement parce que ça casse complètement les habitudes d'un groupe de RPG habituel, de MMORPG habituel, et ça les oblige à vraiment réenvisager les choses différemment et à se mettre d'accord sur la façon de communiquer, de reconnaître dans quel groupe ils sont. Donc ça a apporté, à mon sens, une plus-value intéressante. Chers membres du public, merci beaucoup pour vos nombreuses questions. Là, c'est le moment où je vais avoir besoin de dire merci et donner beaucoup d'informations. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la fin de cette émission spéciale qui, je le rappelle, s'est déroulée dans le cadre de l'exposition dans l'antre du côté obscur, organisée par l'association Les Curieuses Expositions jusqu'au 27 novembre 2016, ici au dernier bar avant la fin du monde à Paris. J'aimerais remercier mes invités, Asmar. Ce fut un plaisir. J'aimerais également remercier Frédéric Vincent. Merci pour l'invitation. Ainsi que Guilain Delmas alias Lazare. Merci beaucoup. J'aimerais remercier à la technique Monique, Aspic, à l'organisation évidemment Amélie. J'aimerais faire un coucou également à Mago qui nous file souvent de grands coups de main. Et j'aimerais dire en termes d'exposition que vous pouvez retrouver d'autres conférences ici même, c'est-à-dire le 19 novembre Les Génies du Mal au cinéma avec Maël et Giboite de Y'a plus de Péloche et Tristan Fauvel, ainsi que le dimanche 27 novembre La psychologie du vilain avec Nicolas Beaujouan et David Perron. La plupart de ces conférences, vous pouvez les retrouver dans le cadre des émissions spéciales de Radio Kawa. Ce sera publié là-dedans, ainsi évidemment que cette émission. Merci d'être venus nombreux et de nous avoir écoutés aujourd'hui. Passez un bon week-end. Ciao!